Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite, pour vous abonner ou liker ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettrait de faire grandir cette communauté et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai au moins 7 trucs que j'ai complètement ratés dans ma vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est parce que tout a été échec. Bien sûr, tout le monde sait qu'il va falloir travailler. Mais la vie, c'est pas uniquement suivre des chemins balisés. C'est aussi savoir penser à côté. C'est savoir aussi inventer des choses. C'est aller chercher la part de génie qu'il y a en chacun de nous. Même le concours Maurice André qui porte votre nom, je suis arrivé en tête du concours et aujourd'hui je me retrouve 2 ans après et je suis encore en train de galérer pour prouver que je suis quelqu'un qui est capable de faire une carrière classique. Et je me rappelle, donc il m'a dit ce mot qui à l'époque m'a beaucoup blessé, je l'avais pas compris, c'est plus tard que j'ai compris. Il m'a dit, tu sais Ibrahim, malheureusement c'est pas demain la veille que les grands festivals français accepteront que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur apprenne comment on joue Haydn. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Musicien, compositeur et trompettiste reconnu, mon invité d'aujourd'hui est célébré aux 4 coins du monde, qu'il enchante avec ses mélodies qui brisent les frontières de la musique. Cette passion, hérité de son papa, et son talent ont été couronnés à de nombreuses reprises. Un César de la meilleure musique de film, des victoires de la musique, des victoires du jazz et même des nominations aux Grammy Awards. Pouvons-nous réussir sans travail et qu'avec le talent ? Comment faire pour rester normal quand on est artiste ? Quelles ont été les étapes importantes de son ascension et les défis qu'il a dû surmonter ? Il me fait rire pendant cette présentation. Le temps d'une pause, il nous emporte dans le tourbillon de sa vie, de ses racines libanaises à son amour pour la France. Bienvenue, Ibrahim Malouf. Si tu veux bien, puisqu'on ne va pas l'entendre directement de toi, j'ai juste envie d'écouter quelques secondes de Ibrahim Malouf qui joue une musique que j'aime tellement. On va l'écouter. C'est que on pourrait écouter en entière cette chanson. Il faut qu'on parle quand même. Mais bon, c'est What a Wonderful World. Ouais, ce qui est étonnant avec cette chanson, c'est que quand Louis Armstrong a sorti cette chanson, c'était très sarcastique en vrai. Le contexte mondial de l'époque était que venant de cet homme, quel monde merveilleux, c'était une manière de dire mais quel monde de merde en fait. C'est un homme noir, tu veux dire, on est en pleine année compliquée aux États-Unis. Et puis les États-Unis embarqués dans des guerres à travers le monde, des guerres dont ils n'arrivent pas à se sortir, et un contexte américain un peu compliqué, donc, et la situation d'un noir américain qui est Louis Armstrong, qui a vécu le racisme toute sa vie, et d'un seul coup, qui voit son pays encore... Et une douceur, cette musique. Oui, la douceur, les paroles hyper sarcastiques, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant, là, il y a quelques années, quand je faisais un album autour de Noël. Qui s'appelle First Noël, de reprendre cette musique, non pas pour aller chercher les mauvais souvenirs de ce dont parlait indirectement Louis Armstrong dans sa version, mais plutôt d'essayer d'embellir un peu et de dire, bon, non, finalement, il y a quand même des belles choses aussi dans ce monde-là. Et puis on a fait un clip hyper chouette autour de cette musique, avec vraiment... avec la notion de rêve. Donc, et regardez ça, allez voir sur les plateformes d'écoute et pour voir le film. On revient sur tes origines. Toi, tu es baigné, je le disais dans l'introduction, tu es baigné dans l'art au sens le plus large possible. J'ai parlé
ton papa, évidemment, je t'ai vu un peu réagir, il ne faut pas oublier ta maman, ton papa, J'ai pas qui est trompettiste, ta maman qui est pianiste. Et puis surtout dans la famille, la littérature, la poésie, le journalisme. Le journalisme est une forme d'art aussi, selon moi. Neveu de l'écrivain qui est secrétaire perpétuel, puisque ça existe, un secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mais il dirige l'Académie française en ce moment. Ouais. Voilà. Donc t'es entouré d'artistes, en fait. Donc, oui. Est-ce qu'il y avait une autre voie pour Ibrahim? Alors toi qui voulais être architecte, c'est un autre art d'ailleurs, en fait. Ah bah oui, c'est complètement de l'art, l'architecture, mais je sais pas s'il y avait une autre voie. Moi, en tout cas, je l'ai envisagé vraiment à une époque, d'aller vraiment vers l'architecture. J'étais passionné de maths quand j'étais jeune, et je le suis toujours un peu d'ailleurs. T'étais bon à ça. Est-ce que c'était réaliste? Je ne sais pas, pardon. T'étais bon en plus à ça. Quoi, les maths? Ouais. Oui, si, j'étais assez bon, mais j'étais pas bon suffisamment pour... T'es pas Medalfield, c'est ça? Non, j'étais pas... Mais par contre, j'aimais vraiment. Ça me passionnait. Tout ce qui était abstrait dans les maths, tout ce qui était fascinant, parce que les maths sont quand même fascinants. Je veux dire, c'est incroyable la masse de choses qu'on ignore en mathématiques et qui nous permettent de déduire des choses et d'en tirer des conclusions factuelles, véridiques, vérifiées, etc. J'aime beaucoup cette j'ai une fascination pour l'infini, pour l'inconnu, pour justement, c'est étonnant que pour les algorithmes, pour les tout en laissant quelque chose de très rationnel. Toi, t'aimes bien aussi ce qui est rationnel, ce qui est quand même pas forcément les mathématiques. Les mathématiques, c'est très j'aime le fait que les maths, j'aime le fait que les maths soient une science extrêmement précise, basée sur des trucs qu'on ignore totalement. J'adore ça, je trouve ça incroyable. Il y a pas si longtemps encore, parce que j'étais en train d'essayer d'expliquer à ma fille ce qui est fascinant dans les maths, parce qu'elle me dit, mais papa, les maths, c'est chiant, etc. Là, tu parles de ta grande. La grande, ouais, elle a 15 ans, elle est en seconde. Et je lui dis, mais non, c'est pas chiant du tout, c'est juste que t'as pas compris où était la poésie qu'il y avait dedans, parce que c'est une artiste un peu aussi. Elle me dit, dis-moi. Explique-moi, parce que moi, je le vois pas, là. Je lui ai donné cet exemple, ça fait partie des petites choses. Je lui ai fait une démonstration que 1 égale 2, par exemple. Elle m'a dit, mais comment t'as fait? Je lui ai dit, regarde, c'est devant tes yeux. Je lui ai montré que 0,99, etc., à l'infini, c'est exactement égal à 1. Elle me dit, mais comment est-ce que c'est possible, puisque c'est pas la même chose, il reste 0,0001. Je lui dis, non, en fait, regarde. Oui, alors j'ai fait la démonstration que dans le cercle, dans la géométrie, dans le cercle, la seule chose qui nous permet de définir les dimensions, c'est pi. Or, pi est complètement infini. Il n'y a pas de fin à pi. On le sait, il n'y a pas de fin à pi. Donc, dans pi, il y a absolument toutes les combinaisons de chiffres possibles et imaginables. Si ça, c'est pas de la poésie, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire que dans pi, il y a absolument... par exemple, il y a ton bouquin qui est écrit déjà dans pi. Parce que si tu mets les lettres qui correspondent à des chiffres, ton bouquin a déjà été écrit dans pi. Tous nos numéros de téléphone ont déjà été écrits dans pi. Toutes les missions qu'on est en train de faire aujourd'hui, toutes les missions qu'on va faire, et peu importe ce que je dis, même si là d'un seul coup je dis le mot cataclysme par exemple, et ben là toute cette interview avec le mot cataclysme sont déjà écrits dans pi. Et donc il y a un moment où c'est tellement vertigineux de se dire que dans un chiffre infini tel que pi, il y a absolument tout, que ça devient de la poésie. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise plus, qui est beaucoup plus grand que nous. On a un professeur de maths qui s'est révélé en face de moi là. Donc, est-ce que ta fille a eu des bonnes notes maintenant? C'est ça la question. Elle a surtout maintenant un prof, une prof d'ailleurs qui l'aide chaque semaine. Et du coup, elle a progressé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la poésie, même dans les choses les plus... qui nous semblent extrêmement loin de ce qu'est la poésie et ce qu'est l'art. Et moi, c'est ça qui me passionne. Et ce qui est intéressant dans la poésie, c'est que la poésie, parfois, on voit certaines douceurs avec. Moi, je te retrouve dès 7 ans, même certainement plus tôt, à te mettre vraiment à la trompette d'une manière assidue. Quand tes petits copains sont en train de faire plein d'autres choses, toi, t'as un professeur, en parlant des professeur à la maison, parce que c'est ton papa qui va veiller à ça. Et je pense que, comme souvent les papas, quand ils veulent que leur enfant fasse très bien quelque chose, ou les mamans d'ailleurs, te retrouvent à être très sur toi. Comment toi tu vis ce moment-là? Est-ce que c'est totalement normal? Je parlais de poésie. Que pour justement cette poésie, c'est un travail extrêmement dur. Je pense qu'il ne faut pas non plus englober ça par quelque chose qui était facile. Je pense que tu te retrouvais quand même tous les jours à faire quelque chose qui n'était pas forcément ce que tu attendais à faire quand tu rentrais de l'école. Mais parfois, on fait des choses qui ne nous plaisent pas, mais par poésie ou parce qu'il y a quelque chose quand même qui nous plaît. Je veux dire. Toi, t'as aimé ça tout de suite? Non,
Moi, je Non. détestais la trompette quand j'étais petit. C'est ça que tu voulais faire? C'est cet instrument-là que tu voulais faire? Pas du tout. Moi, je voulais jouer du piano. Je voulais être Michael Jackson quand j'étais petit. Je voulais danser. Je voulais chanter. Pas la carrière, hein, parce que c'était pas du tout Mais c'était là où tu voulais, cette direction-là. Ah ouais, moi j'écoutais Michael. Je dansais dans ma chambre et tout. Non, il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre poésie que je suis allé chercher. J'en parle un peu plus maintenant, là, depuis quelques temps. Alors, avant, j'en parlais pas trop. Mais j'ai un papa qui était très, très, très sévère. Qui était très dur, qui était trop dur. Les seuls moments où il était doux avec moi et les seuls moments où finalement il me considérait comme un fils qu'on aime et qu'on soutient, etc., c'est quand j'étais à côté de lui que je jouais de la trompette avec lui. Et donc j'avais besoin de me retrouver à ses côtés, j'avais besoin de sentir que mon papa m'aimait, j'avais besoin de sentir ce truc-là. Et donc j'ai joué de la trompette, mais j'aimais pas ça. J'aimais pas du tout ça. C'était pour être connecté avec ton papa. C'était pour être connecté avec lui, ouais. La poésie, elle est là pour le coup. Mais tout est poésie, hein. Tout est poésie quand on creuse vraiment. Tout est poésie. Regarde, là l'émission, ce programme, c'est de la poésie. Toi, tu le fais, tu as 1 milliard d'autres choses à faire dans ta vie, où tu pourrais ou gagner de l'argent, ou faire d'autres choses, ou rencontrer des gens, etc. Mais tu le fais pourquoi ? Parce que ces échanges que tu fais avec les personnes que tu rencontres, de ça va ressortir, alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres intérêts, d'autres choses à faire, mais de là va ressortir une conversation avec des idées, une philosophie, une manière de penser. Tout ça, c'est de la poésie, en fait. C'est pas des maths, c'est pas du pragmatisme. On n'est pas avec une calculatrice en train de calculer quel est l'intérêt qu'il y a derrière. Donc, tout ça, c'est de la poésie pour moi. Et moi, c'est ma seule manière de vivre heureux. C'est d'aller chercher la poésie qu'il y a dans chaque rapport. Dans chaque, même avec, tu montes dans un taxi, la conversation que je vais avoir avec la personne qui est en face de moi, je vais essayer d'aller chercher cette poésie. Et ça, depuis tout le temps ? Ouais. Tu le sens depuis tout le temps ? Oui, toujours. Et tu expliques comment, ça ? De ce manque d'amour quand t'étais tout petit Non, j'ai pas eu un manque d'amour. De ton papa ? Non, il était dur, non, il était dur, mais il me donnait beaucoup d'amour quand même. Mais il voulait dur. Pourquoi il était dur ? Parce qu'il voulait que tu sois le meilleur trompettiste au monde. Ouais. C'est ça. Hein. Et en tout cas, il avait peur de la notion d'échec, parce que mon père, il a quitté le Liban en 64. Il avait 23 ans. Il avait aucun avenir, vraiment. C'est-à-dire, il avait aucun espoir d'avenir. Il était paysan. Ses parents avaient fait faillite quand il était enfant. Ils lui ont sorti de l'école. Il avait à peine 7-8 ans. Donc mon père n'est pas allé à l'école. Donc il parlait pas très bien. Il lisait et écrivait très mal l'arabe. Et à 23 ans, à 22 ans, il découvre une trompette. De temps en temps, je raconte l'histoire, mais je la trouve trop belle pour ne pas la raconter. Là aussi, c'est de la poésie. Il rencontre en fait, il découvre une trompette, il a 22 ans. Et cette trompette, d'ailleurs, mon dernier album ne parle que de ça, hein, c'est un hommage à cette histoire-là et à mon père. Mais il découvre cette trompette qui est un héritage du mandat français. À l'époque, son père et ses grands-parents jouaient dans ces fanfares à la française, issus du mandat. Et donc, il découvre cette trompette, il souffle dedans, il aime. Il se dit, tiens, je veux devenir trompettiste, alors qu'il ne sait absolument rien de la trompette, ni de la musique classique, ni rien. Il va au conservatoire de Beyrouth comme ça, mais en ignorant total, avec une naïveté dingue. Et même dans cette naïveté, il y a de la poésie, je trouve. Et puis, il commence à prendre des cours avec un prof au conservatoire, et il rencontre une Allemande qui prenait des cours à Beyrouth. Alors, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, hein, mais à l'époque, Beyrouth, c'était une grande capitale, hyper moderne, etc. Et des gens du monde entier venaient étudier à Beyrouth. Et donc, cette Allemande... ils tombent amoureux, ils vivent une petite amourette de quelques mois, et puis un jour elle lui annonce, elle lui dit, je suis vraiment désolé, mais en fait je dois rejoindre mon futur mari à Berlin, et donc je te quitte. Et mon père, alors qu'elle lui parlait de Maurice André, de l'Europe, de la France, de l'école française de trompette, qui était à l'époque hyper prestigieuse, etc., d'un seul coup elle disparaît, il se retrouve comme un con avec cette trompette dont il sait toujours pas plus jouer. Il sait pas parler un mot de français, c'est elle qui parlait l'arabe, il parle très mal l'arabe, etc., et il a pas un rond. Et il est tellement déçu par cette histoire d'amour frustrante qu'il quitte tout. Il quitte sa famille, il quitte tout le monde. Il leur dit, moi je pars en Europe, je veux devenir comme ces gens-là. J'ai pas de raison de rester ici, moi aussi, de finir comme ça. Je veux pas être comme vous. Et donc il monte dans un bateau, sans un rond, juste avec cette trompette et une petite valise avec 2 fringues. Et il part en France. Il met tout ce qui lui restait en économie, il part en France. Et ce que j'adore, moi, dans cette histoire, et c'est là où la poésie, elle réside, c'est qu'entre le moment où il met les pieds à Marseille et le moment où il devient diplômé du Conservatoire de Paris dans la classe de Maurice André,
qui est le plus grand soliste, c'est le Rostropovitch de l'époque à la trompette. C'était la plus grande école au monde de trompette, c'est-à-dire se passe 7 ans. Et sur ces 7 années, il s'en est passé des trucs. Entre le paysan qui parle pas un mot de français, qui a pas un rond, qui sait même pas jouer de trompette et qui a pas été à l'école, et le diplômé du conservatoire de Paris dans la classe du plus grand soliste au monde. Et en plus de ça, au milieu de tout ça, pendant ces 7 ans, il invente un instrument. Donc cette exigence que mon père a eue vis-à-vis de lui-même, qui l'a sorti de la misère, qui lui a permis de devenir français, qui lui a permis de devenir un représentant de l'école française, des cuivres, etc. Alors qu'il venait de là où il venait. C'est cette exigence-là qu'il a essayé d'avoir avec moi. Et pour finir, juste sur ce truc-là, comme ça je termine vraiment l'histoire, quand moi j'avais 7 ans et que j'ai commencé à jouer de la trompette, il m'a dit toi tu seras trompettiste. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et quelques années plus tard, quand vers 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à dire oui, moi j'irai peut-être au conservatoire, etc. Il m'a dit, si toi, à 22 ans, c'est-à-dire l'âge où moi j'ai commencé à jouer de la trompette, si tu n'es pas déjà diplômé du conservatoire de Paris, c'est que tu as raté ta vie. Et ça, c'est une phrase qui me suivait, mais vraiment, pas tous les jours, mais presque tous les jours. Donc voilà, il était dur sur tous les aspects, sur l'éducation, etc. Mais j'ai pas manqué d'amour, je tiens à le préciser, que ce soit de sa part, comme de la part de ma mère. Je suis quelqu'un qui a vécu dans l'amour, dans beaucoup d'amour et d'affection. Mais il n'empêche qu'il y a eu cette exigence-là systématiquement. Qui était une exigence psychique et physique. Chaque fois, c'était... Oui, c'était dur. Ouais. C'était dur. Hein. C'était à l'ancienne. À l'ancienne. C'est ça lui-même avait été éduqué à l'ancienne, puisque son père et lui avaient 40 ans de différence, comme mon père et moi. Et que 40 ans de différence plus 40 ans de différence, ça fait 80 ans de différence. Et comme son père lui a fait une éducation de 1 siècle plus tôt, j'ai eu droit enfin l'éducation de ceux qui n'a pas de plus positif. C'était pas l'éducation la plus compréhensible. C'est pas la Montessori. Question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ça aurait été, mettons le côté trop dur de ton père, est-ce que tu penses que s'il t'avait pas forcé comme ça, tu serais en face de moi aujourd'hui? Évidemment que non. Ouais. Ah non, j'aurais fait complètement autre chose. Mais ça veut pas dire, comment dire ça? Ça veut pas dire que j'aurais raté ma vie. D'ailleurs, moi, je dis tout le temps... ta définition de la réussite. Mais exactement. Il y a pas longtemps, j'ai fait une interview et elle m'a dit comment on fait pour réussir sa vie, etc. Je lui avais dit, mais moi, j'ai pas du tout réussi ma vie. Moi, j'ai même raté ma vie. Elle m'a dit, mais c'est absurde de dire ça, etc. Je dis, mais non, c'est la vérité. Moi, toutes les choses que je voulais faire, je les ai toutes ratées. Quand j'étais jeune, je voulais être architecte. C'est clairement raté. Même si de temps en temps, je dis, parce que comme j'ai dit, j'essaie de rendre tout un peu poétique, je dis que d'une certaine manière, aujourd'hui, avec la musique, je contribue à architecturer, à construire le monde dans lequel on vit quand on a les yeux fermés. Voilà, c'est ma manière de me consoler. C'est beau, mais c'est pas celle que tu imaginais. Mais c'est pas celle que je voulais. Ensuite, quand j'ai commencé à faire de la trompette et finalement d'en faire mon métier, je voulais vraiment être soliste international, classique. C'est-à-dire représentant de l'école de mon père, de Maurice André. Et donc, tu verrais des vidéos, je pourrais même t'en montrer, des vidéos de moi quand j'avais 19 ans. J'avais pas la même gueule qu'aujourd'hui, évidemment, parce que j'ai vieilli, mais j'avais pas du tout le même style. Je m'habillais pas pareil. Je me voyais en soliste. Je me voyais en Gauthier Capuçon. Je me voyais et à l'époque, il était comme moi, il était étudiant. Mais je me voyais dans ce style de carrière-là. Je me voyais tourner avec les orchestres de Pékin, de Chicago, etc. Je me voyais faire ça. J'ai raté ça aussi. On m'a pas donné l'opportunité de le faire et j'ai pas pu saisir les quelques rares opportunités qu'on m'a données. Ça a pas marché. Ensuite, je me suis dit Pourquoi tu penses d'ailleurs? Pourquoi tu penses? Tu les as pas saisis ou tu les as pas donnés? J'ai pas été invité dans les bons festivals. Dans les gros festivals. J'ai jamais été invité dans les gros festivals. Là aussi, Maurice André, je raconte ça aussi souvent, mais avait eu ce mot. Un jour, je l'appelle et je lui dis, mais on l'appelait Maître à l'époque. Je disais, Maître, mais je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas. J'ai gagné tous les concours, pratiquement. Je suis arrivé en tête de tous les concours internationaux auxquels j'ai pu me présenter. Même le concours Maurice André qui porte votre nom, je suis arrivé en tête du concours. Et aujourd'hui, je me retrouve 2 ans après et je suis encore en train de galérer pour prouver que je suis quelqu'un qui est capable de faire une carrière classique. Et je me rappelle, donc il m'a dit ce mot qui, à l'époque, m'a beaucoup blessé. Je l'avais pas compris, c'est plus tard que j'ai compris. Il m'a dit, tu sais, Ibrahim, malheureusement, c'est pas demain la veille que les grands festivals français accepteront que ce soit quelqu'un qui s'appelle Ibrahim qui leur apprenne comment on joue Haydn. Moi, j'étais au téléphone, je me dis, mais quel connard. Dans ma tête, je me dis, mais quel con de me dire un truc pareil. Et après, j'ai compris qu'il avait complètement raison. Il avait complètement raison. Il était hyper bienveillant en me disant ça, en fait. Je peux continuer comme ça. J'ai au moins 7 trucs que j'ai complètement ratés dans ma vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est parce que tout a été échec. Là, je te sens évidemment avec plus de distance, parce que ça fait maintenant quelques années. Mais j'ai jamais eu de haine contre ça, hein.
Non, j'ai jamais... Non, j'ai toujours contourné les problèmes très vite. Le chemin de traverse à chaque fois. Ah ouais. Et puis c'est un challenge à chaque fois. C'est des challenges. Alors, je suis déçu, hein. Je dis pas le contraire. Je suis déçu. Sur la nature humaine, t'es quand même déçu un peu sur la nature humaine. Oui, voilà. Ouais, et puis... Tu dis pas coup de boule? Non. Jamais. Non, jamais. Bien que certains le méritaient vraiment. mais non. Tu m'étonnes. Non, mais je me disais surtout... ils sont idiots. Je vais trouver une autre solution. Après, je suis beaucoup plus dur maintenant qu'à cette époque-là, d'ailleurs. Parce que les épreuves de la vie ne sont pas les mêmes. Et quand tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans, tu as des épreuves de vie de 18 ans, 20 ans, 25 ans. Je parle dans une vie normale. Hein. Je ne parle pas dans des vies traumatiques ou difficiles, etc. Mais dans une vie normale, je considère que j'ai eu une vie à peu près normale. Les épreuves ne sont pas les mêmes. Et quand tu as 40 balais et que tu te confrontes à des problèmes de 40 ans, d'hommes de 40 ans, etc., et que tu es face à la justice ou face à des choses, là, d'un seul coup, tu fais, là, va falloir que je m'endurcisse un peu, parce que là, c'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, je suis devenu plus dur, plus méfiant, plus sage sur certains aspects. Souvent, les épreuves de la vie, tu peux les prendre de plusieurs manières, mais une des manières de les prendre, c'est justement ça t'apporte une certaine sagesse, ou ça doit t'ouvrir une certaine sagesse sur les vraies raisons de tout ça. Oui, mais j'ai découvert d'autres choses que j'avais. En fait, avec le temps, on finit par analyser les gens de manière moins naïve. Moi, j'étais éduqué, bien que j'ai été éduqué à la dure. Ma mère, dont on n'a pas beaucoup parlé encore, mais qui a un rôle fondamental dans ma personnalité, dans mon éducation, m'a toujours dit de ne jamais anticiper le mal que les autres pouvaient nous faire. Et qu'il fallait toujours... son père, qui était un grand poète, qui s'appelait Rushdie Maalouf, qui était un grand poète et journaliste libanais, disait toujours qu'il prenait toujours les gens du bon côté jusqu'à preuve du contraire. Et ma mère a toujours eu aussi cette attitude-là, et c'est ce qu'elle m'a transmis. Et donc moi, j'ai toujours vu le bon côté chez les gens. Je vois d'ailleurs, même encore aujourd'hui, que le bon côté chez les gens. Je refuse de voir les mauvais côtés, ça ne me regarde pas, je m'en fous d'ailleurs. Et ça pourrit un peu la vie plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les blessures font que, c'est comme un chien battu, quoi. Tu finis par... dès que quelqu'un lève la main pour se gratter la tête, tu fais... Voilà. Et donc j'ai maintenant un peu plus de méfiance. Parce que je me suis pris des coups extrêmement violents ces dernières années. Et donc, du coup, je suis plus méfiant. Mais par contre, il n'y a pas de haine. Je reviens, parce que c'est de ça qu'on parlait. Jamais eu de haine. J'ai jamais eu... De prouver. Non, ce sentiment qu'il fallait prouver aux autres. À ton papa. Même pas. Un peu. Non, peut-être juste pour le diplôme... pour le premier diplôme que j'ai obtenu, mais pour le reste, vraiment au contraire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais cherché à lui prouver quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il n'est jamais venu me voir en concert. Il est venu me voir en 25 ans, il est venu me voir une fois en concert, mon père. Sur quoi tu l'aurais pas dépassé? Sur le talent? Moi, mon père, à 17 ans, il m'a présenté au Conservatoire de Paris, je suis rentré. Ouais. C'est lui qui m'a présenté. J'ai rien fait moi. C'est lui qui m'a préparé. C'est lui qui m'a... Si t'étais pas bon, tu n'aurais pas été pris. Oui, mais... Lui, il est parti de zéro, c'est ça que tu dis? Lui, il est parti vraiment de zéro. Ouais. Moi, il m'a tout appris. Non, je pense que c'est juste des vies différentes. Moi, j'ai rien inventé. Enfin, moi, je fais que poursuivre le cadeau qu'il m'a donné, qui est de prendre cet instrument qu'il a inventé. Mon père, il a inventé une manière de jouer la trompette que personne dans l'histoire de la trompette n'avait faite avant. Jamais. Ça n'existe pas. Comme mon père a joué, ça n'existait pas avant lui. Il a copié sur personne. Il était complètement autodidacte sur la trompette au départ. Donc, il a inventé une manière de jouer. Et j'ai hérité de ce truc-là, je l'ai pris et j'en ai fait quelque chose. C'est devenu une école, hein, l'école de Nassim Maalouf. C'est lui qui a inventé ce truc-là. Donc jamais je le dépasserai. Moi, je fais que poursuivre ce chemin. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure, ça dépend de ce que tu définis comme les objectifs. Si c'est l'objectif d'avoir vendu le plus d'albums, tu seras un peu devant. Si c'est d'avoir inventé une nouvelle manière de jouer la trompette, c'est différent. Mais pour arriver à ça, et c'est ça aussi qui m'intéresse, on parle du talent, c'est un peu ce que je dis. Est-ce qu'on peut réussir qu'avec le talent ou est-ce qu'il faut juste travailler beaucoup plus que les autres? Tu n'aurais pas travaillé beaucoup plus que les autres? Même chose, tu aurais pu réussir à... Je ne sais même pas si je travaille plus que les autres. Tu ne penses pas que tu as... Mais si, quand tu travailles tous les jours parce que ton père est derrière toi... Ça m'est arrivé des fois de le penser. Et quand j'étais petit, mon père il me disait toujours aussi il faut travailler 2 fois plus que les autres parce qu'on est moins légitime ici. C'est ça qu'il me disait. Il me dit, ici en France, on est moins légitime, il faut travailler 2 fois plus que les autres. Tu crois pas c'est vrai ça? Moi, je crois que c'est vrai. Je sais pas. J'ai même pas envie de le penser comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas envie de dire ça parce que je trouve que c'est presque maladroit et un peu présomptueux.
de dire, moi, parce que j'ai travaillé 2 fois plus que les autres, alors j'ai réussi. D'abord, c'est Peut-être. d'abord, Peut-être que on me d'abord, laisse je ne considère pas que j'ai réussi, Ouais. pour commencer. C'est ce que je disais. Moi, c'est par le hasard des rencontres. Et c'est... Non, je pense que c'est important de... Comment dire ? De mettre l'accent, de savoir valoriser les vraies choses où on doit être valorisé et celles où il n'y a pas forcément de nécessité. Moi, je trouve que la valeur travail, elle est importante. Et je pense que j'ai énormément travaillé, mais pas forcément plus que les autres. Je pense que j'ai travaillé certainement beaucoup plus que beaucoup de gens. Mais je pense qu'il y a un pourcentage de gens qui a travaillé autant que moi, voire peut-être plus, et qui n'a pas eu la chance de faire les rencontres que j'ai faites. Je t'entends, mais sans avoir travaillé autant que ça. De toute façon, si tu ne travailles pas, il ne se passe rien. La théorie des 10 000 heures, la théorie des 10 000 heures, tu la connais ou pas ? Oui, mais ça ne garantit pas la réussite. Mais en tout cas, c'est le minimum pour le faire. Cette théorie des 10 000 heures, elle a été faite, elle a été étudiée. Je connais des gens qui n'ont rien foutu et qui cartonnent aujourd'hui. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. J'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns. Je ferai pas de liste, non, mais j'en connais quelques-uns. Oui, mais il en existe très peu par rapport au nombre. Moi, j'ai rarement eu dans ma vie des gens qui ont bien réussi selon leur objectif. Je ne dis pas que c'est celui qui vendra le plus d'albums. Hein. Je dis selon les objectifs de départ, qui n'a pas plus travaillé que la normale ou que les autres. La théorie des 10 000 heures, pour ceux qui nous écoutent, c'est une théorie qui a été développée par un psychologue qui s'appelle Anders Ericsson. Il a été fait, ça va te parler, l'école de violon de Berlin. Il a pris, quand on prend les petits Ibrahim qui arrivent à 6 ans à l'école de Berlin, ou 7 ans comme toi, oui, mais ils terminent à 18 ans. Tu sais qu'est-ce qui se passe ? Mais non, il n'y a pas à se méfier. C'est la data. Les gens ont vu entre le début et l'entrée, ceux qui travaillent, ceux qui ont tous été capables d'aller. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. En tout cas, je pense qu'il y a plus de chances, en tout cas, c'est les études qu'ils ont faites, qu'ils terminent à faire à tourner partout en Autriche, en Allemagne ou dans le monde. Oui, mais alors attends, regarde, tu sais quoi, puisqu'on parle de ça, puisqu'on axe là-dessus. La masse de travail, je pense qu'elle est importante et elle est même indispensable si on veut faire du bon boulot. Oui. Ça, personne va dire non, il suffit de ne pas faire grand-chose. Oui. Je dis simplement que, petite parenthèse, que dans le monde dans lequel on est, il y a des exemples de réussite qui sont malheureusement pas liés à la qualité du travail ni à la masse de travail qui est fait. C'est juste une manière d'être pragmatique là-dessus. Et c'est d'ailleurs un grand problème, parce qu'on nous vend des parcours qui ne sont pas réalistes. Oui. Et t'as raison. Voilà. Bien sûr, c'est le loto, quoi. Bien sûr. C'est le loto. Jouer au loto, vous allez voir, vous allez devenir millionnaire. Bah non, en fait, quand tu joues au loto, tu ne deviens pas millionnaire. En fait, tu perds ton argent. C'est la réalité. Et par contre, c'est vrai qu'il y en a, malheureusement, ou heureusement pour eux, qui ont joué et qui gagnent. Voilà, donc ça, c'est pas la même chose. Mais par contre, non, je pense qu'il y a plusieurs choses qui... Je pense qu'être à l'écoute de la réalité de l'environnement dans lequel on est, avoir du discernement, c'est un peu ce que je disais, c'est comme l'exemple que je donnais quand tu vas au bar avec une personne avec qui tu as envie de sortir, avoir du discernement, sentir, avoir de la psychologie, être capable de sentir si en face de toi ça mord pas, ça plaît pas, savoir structurer son cerveau pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que si tu n'expliques pas, personne ne comprend à ta place. Savoir penser à côté, comme disait Einstein. C'est-à-dire que si... L'exemple que tu me donnes des violonistes. Oui, si tu travailles 20 000 heures, tu joueras mieux que si tu travailles 10 000 heures. Et si tu travailles 20 000 heures, la chance que tu as d'entrer en violon solo à l'orchestre de Berlin sera bien plus importante. Mais pourquoi ? Parce que c'est un chemin codé. Le travail, la méthode, la méthode Paganini ou la méthode Suzuki et la méthode je sais pas quoi, on sait que ça mène vers ça. Et donc si tu travailles beaucoup, alors si en plus tu es doué, tu travailles beaucoup. Moi, j'étais pas doué à la trompette. Si en plus tu travailles beaucoup et qu'ensuite tu suis le chemin qu'on t'a donné pour arriver ensuite à l'orchestre de Berlin, pour ensuite passer le concours et devenir soliste. Oui, bien sûr, mais ça c'est un chemin qui est déjà balisé. C'est comment faire pour devenir un super pilote de Formule 1. Oui. Bien sûr, tout le monde sait qu'il va falloir travailler. Mais la vie, c'est pas uniquement suivre des chemins balisés, c'est aussi savoir penser à côté. C'est savoir aussi inventer des choses. C'est aller chercher la part de génie qu'il y a en chacun de nous. On a tous des choses sur lesquelles on est un peu génial. On a tous des petites lumières à des moments. On a tous une créativité. Même nos gosses, quand ils ont 1 an, 2 ans ou 3 ans, moi je le vois avec mes gosses, mais aussi avec les gosses des autres.
Il n'y a pas que les tiens qui sont Il n'y a pas que les miens qui sont bien. Ils sont tous géniaux. Et je le vois vraiment chez l'enfant, chez le bébé, chez les adultes, chez les vieux aussi, qui sont frustrés de ne pas avoir fait des trucs parfois dans leur vie, alors qu'ils avaient un talent fou, etc. D'être à l'écoute du génie qu'il y a dans chacun de nous et d'être capable de suivre et de se faire confiance. Parce que le problème aussi, c'est qu'on nous donne pas les clés pour avoir confiance en nous. Et alors, du coup, on nous dit, faut bosser. Mais il n'y a pas que bosser. T'es aussi intelligent, t'es aussi peut-être beau ou belle, t'es aussi quelqu'un qui peut avoir un moment de génie, etc. Donc, il n'y a pas que... Moi, je pense qu'il faut que tu commences à écrire des livres de développement personnel. Là. J'ai écrit un bouquin dans lequel je parle pas mal quand même de ces trucs-là, qui s'appelle Petite philosophie de l'improvisation, où j'explique que l'improvisation, c'est justement de savoir créer son chemin au milieu d'un monde qui est parfois hostile et parfois compliqué. Alors, c'est pas du développement personnel, mais on pourrait presque l'assimiler à du développement personnel. Toi, il y a quand même une histoire importante, c'est que cette relation avec ta terre natale, puisque tu arrives en France à 1 an, et tu te retrouves tous les étés, pendant des années et des années, à retourner voir la famille au Liban. Comment ça t'a évidemment structuré, mais comment parce que tu l'expliques, tu dis, voilà, vous arrivez par bateau, ça arrive un moment où il y a encore, on est dans les début des années 80, c'est une guerre qui est au Liban. Comment toi tu même pas que tu l'appréhendes, qu'est-ce que ça te fait devenir, quelle est la relation que tu as avec tes copains d'école qui, quand toi tu pars en juin, tu dis, moi je retourne au Liban, et tu as une vision très différente évidemment du monde quand tu reviens. C'est quoi c'est l'impact de ces vacances avec ta famille dans ton beau pays au cèdre? C'est très paradoxal. Parce que j'ai grandi en me disant que le pays dans lequel j'allais passer 2, 3, 4 mois, parfois, parce que quand on était bloqué à cause des bombardements ou parce que l'aéroport ou le port était bombardé ou bloqué, etc., on restait bloqué. On n'allait pas à l'école, on attendait de revenir pour aller à l'école. Donc j'ai grandi en pensant que ce pays, dans lequel j'ai même vécu les bombardements, moi je suis né sous les bombardements. Donc, ma mère a accouché de moi, l'hôpital se faisait bombarder. Aujourd'hui, on arrive à mieux visualiser ça, malheureusement, parce qu'on a les images de l'Ukraine et de Gaza, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, les gens avaient du mal à comprendre que ce soit possible. Donc, ma mère a vécu ça, ma famille a vécu ça, et jusqu'à l'âge de 12-13 ans, j'ai connu ça. Et bizarrement, même encore aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a au Liban, et c'est très réaliste ce que je vais dire, il fait parfois vraiment bon vivre au Liban, et je considère que c'est un des plus beaux pays au monde, et pas seulement parce que je suis né là-bas ou que je suis originaire, c'est vraiment un pays qui ne laisse personne indifférent, même des gens qui ne sont pas du tout libanais, qui ne connaissent pas le Liban, quand ils mettent les pieds là-bas, et même dans des périodes compliquées, te diront que c'est un pays qui est extrêmement touchant et qui a vraiment une force de vie, etc. Que moi, très sincèrement, le seul endroit, à part à Beyrouth, le seul endroit où je vis cette folie-là de la vie, c'est New York. C'est le seul endroit où j'ai retrouvé cette même folie. Même Paris, il n'y a pas cette folie-là. À Paris, les gens sont très raisonnables, ils vont dormir, etc. À Beyrouth, les gens sortent jusqu'à pas d'heure, ils se réveillent le matin, ils vont bosser quand même. Ils dînent, ils sortent tout le temps. Si c'est pas pour dîner, c'est pour boire un verre, etc. Il y a une vie en fait sociale qui est dingue, et même pendant les périodes les plus difficiles. Donc il y a un attachement en fait vis-à-vis du Liban qui est un peu hors norme. Donc j'ai un rapport assez paradoxal aussi entre ça, les moments où j'ai vécu les bombardements, où on allait dans les abris, grandir dans cet environnement fait que c'est toujours un peu complexe d'en parler, et surtout quand t'es gosse. Nous, il y a une petite histoire que je raconte comme ça, mais quand on était petit à la maison, mon père nous interdisait de regarder la télé. Et en particulier, on n'avait pas le droit de regarder les news, les nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'on voyait le Liban se faire pilonner tous les jours pendant des années et des années et des années. Et mon père, il n'attendait qu'une chose, c'est qu'une fois que la guerre se termine, on revienne chez nous. Ce qui était ça, qui était prévu. Moi, mes parents n'avaient pas prévu qu'on vive en France. On était là en refuge, en fait. Ouais. Et donc, je regardais pas la télé. Et quand j'allais là-bas, je savais ce qui se passait, mais j'en avais pas conscience, que j'étais un gosse. Donc, je vivais quand même ma vie. Et quand je rentrais en France,
et que les institutrices et les instituteurs de l'école nous disaient bon alors chacun va raconter comment s'est passé son histoire, son été, etc. Et que les jeunes ils savaient que j'étais allé au Liban et ils savent que c'était la guerre. Certainement les parents, les profs leur disaient par contre attention Ibrahim, Leïla, ma sœur, faites attention parce qu'ils viennent d'un pays où il y a la guerre, etc., etc. Et nous, quand on arrivait, on disait alors Ibrahim, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de tes vacances au Liban? Et moi je disais c'était génial, on s'est amusé, c'était génial. Et ils me regardaient tous comme ça, avec des yeux exorbités, parce qu'ils avaient tous la télé et eux ils avaient le droit de regarder la télé. Donc ils voyaient les news, ils voyaient ce qui se passait là-bas. Nous, on le savait, mais on le voyait pas. Et donc ça, c'est plus tard qu'on a commencé à voir. Donc du coup, il y avait une sorte de décalage entre la réalité et ce que nous on vivait. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que nos parents ne voulaient pas nous imposer le drame de ce qui était en train de se passer. Ils voulaient qu'on reste des enfants heureux. Et cette force qui pousse tout le temps à être heureux malgré les problèmes, ça, je l'ai encore. Ouais, c'est beau, ça. Et tu penses que ça vient vraiment de ces moments-là? Ah bah d'abord, je me souviens très très bien. Je me souviens des regards de mes parents. Je me souviens même de... Moi, j'ai même une vidéo où mon père est en train de jouer de la trompette fièrement pour montrer que nous, on est fiers, etc. Et on était dans une cave, dans un abri au Liban avec ma famille. Et mon père, quand est en train de jouer pour égayer un peu, et ma mère assise comme ça en train de pleurer. Et j'avais la vidéo, j'ai 6 ans sur la vidéo. Donc, j'ai ces souvenirs-là, je les connais. Au même moment, tu avais le pleur de ta maman avec la fierté de ton papa. C'est incroyable. Là, je te jure, je te montrerai l'image juste après, tu vas voir. C'est à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a la réalité. Puis ma mère, elle est avec... bon, en plus, il y avait des problèmes, des histoires entre eux, etc. Mais tout était... on était vraiment dans une période triste, quoi. Et ma mère était avec la femme de la maison qui nous recevait, et mon père était fier en train de jouer pour le reste de la famille, etc. Et mon père, voilà, on est là, on est fier, on fait de la musique, la vie continue, etc. Et ma mère complètement effondrée en train de pleurer, et moi, ma tête sur ses genoux. Ouais, mais aussi c'est ça qui rend fort. Ouais. Tu comprends que la force de la vie, elle est au-dessus de tout ça. Tu construis aussi avec ça. Ouais. Donc ton premier album, Diaspora, ça va pas être étonnant, hein, avec ton histoire, sort en 2007. Ton deuxième te vaut la victoire de la révélation instrumentale de l'année aux victoires du jazz. Puis c'est ton 5e album, Illusion, qui va vraiment te révéler au grand public. Et j'aimerais bien, encore une fois, moi j'en suis fan de pas mal de tes chansons, et tu le sais, mais il y en a un morceau que j'aime beaucoup. Et on va l'écouter quelques secondes, c'est True Sorry. Processus créatif, moi ça m'intéresse. Aujourd'hui, tu es à ton 19e album. C'est quoi le processus créatif? Moi ça m'intéresse toujours de demander à mes potes artistes, est-ce qu'il y a une méthode? Moi en tant qu'entrepreneur, j'en suis à ma 7e entreprise. Je t'assure que j'écoute beaucoup. J'aurais une méthode que je pourrais assez facilement... D'ailleurs, je l'ai écrit dans un de mes livres qui s'appelle Ose. Donc c'est faisable. Toi, tu as une méthode, tu as quelque chose à toi quand tu te lances dans un nouvel album? Alors oui et non. Ah bah ça m'arrange pas ça. Non, j'ai une méthode que je suis de manière très stricte et très rigoureuse. C'est de surtout ne pas avoir de méthode. Donc c'est non et non. Ben non, c'est oui, parce que si je ne fais pas ça, j'arrive pas à créer. Donc c'est de manière très stricte, je m'impose de ne pas avoir de code. Il n'y a pas de dogme dans la création artistique. Ben, peut-être contrairement au business, où il y a peut-être des codes, il y a des choses vraiment spécifiques, je pense, je suppose, je connais pas assez bien. Mais dans le monde artistique, pour moi, il y a une quête, et cette quête doit être la plus authentique possible. Et l'authenticité ne peut pas venir d'un code. Il n'y a pas de théorème avec des inconnus dedans, et tu mets un chiffre et tu obtiens un autre résultat, etc. Dans la musique, dans l'art, c'est tout l'inverse des maths, si j'ose dire, par rapport à ça. C'est que tu crées le code, tu crées ton théorème. Tu dois l'inventer toi-même. Et la seule manière de l'inventer, c'est de remettre à chaque fois les compteurs à zéro. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aucun album qui ressemble à l'autre. Bon, ils sont tous complètement différents les uns des autres. D'ailleurs,
Ça, mon manager, mes managers s'arrachent les cheveux depuis des années parce que des fois, le lien entre tout ça. Le lien, maintenant, les gens commencent à le comprendre parce qu'on commence à voir le lien. Alors, il y en a pas, il y en a. Il y en a un, forcément, c'est la trompette d'abord. Ok. Qui est vecteur d'un peu tout. Il y a aussi une identité musicale qui finit par par sortir quand même. Mais l'habillage est complètement différent. Et quand je dis, oui, mais mes managers s'arrachent les cheveux, parce que quand un album fonctionne bien et qu'on en vend plein, eux, ils aimeraient bien que j'en refasse un deuxième volume ou que je refasse un autre album dans le même esprit, puisque les gens, ça leur a plu. Et ils voient bien qu'en fait, je peux pas, parce que je ne sais pas le faire. Et si je veux être innovant, si je veux... vraiment me renouveler, me challenger moi-même, être heureux de ce que je suis en train de faire, etc. Je dois aller à chaque fois, je dois repartir de zéro, redémarrer mon histoire et raconter quelque chose de différent. Et l'aspiration, tu la trouves où alors? Dans les rencontres? Dans ma vie. C'est dans ta vie. Dans ma vie, je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Ça se voit? Je le vois. Je sais pas, mais j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai quelqu'un qui a besoin d'exprimer des choses. Moi, souvent, je parlais d'introduction, je dis aussi, j'ai des activistes ici où justement les artistes doivent être, ou veulent être, ou peuvent être des activistes. Toi, d'un côté, je te sens trouver plein de choses qui ne vont pas, mais d'un côté, tu me dis aussi, moi, je vais pas forcément combattre en tête à tête, mais je vais avoir un combat... différent, peut-être un peu plus diffus, un peu moins visible. Tu sais ce qui me dérange dans le combat? Ce qui me dérange dans le combat, c'est que ton ennemi n'est pas forcément celui que tu crois. Et même quand c'est un combat amiable, c'est-à-dire quand les deux sont d'accord pour se battre, tu vois, moi pendant une période, là, j'ai fait du Krav Maga un peu, j'ai fait un peu de boxe et tout, j'avais besoin de me renforcer physiquement et mentalement. Et j'en ai fait un peu, et je me rendais compte que j'avais un problème. C'est que quand j'ai face à moi quelqu'un que je suis censé y aller, moi, quand je vois chez la personne en face de moi quelque chose de beau, j'ai plus envie d'y aller. J'ai pas envie de taper. Et si on me dit, mais c'est celui qui gagne, c'est celui qui frappe, le mieux et le plus intelligemment, et éventuellement qui met l'autre KO, qui gagne, je me dis qu'il y a des moments où je vais avoir envie d'y aller, et il y a des moments où je vais le voir souffrir, et moi, quand je vois quelqu'un souffrir, j'ai plus envie de frapper, et donc ça me ressemble pas d'être dans le combat. Même si t'as fait mal avant. Même s'il m'a fait mal avant, ouais. Toi, t'es capable de pardonner. J'ai beaucoup pardonné, ouais. J'ai beaucoup pardonné. Alors je sais pas si je vais continuer comme ça longtemps, mais jusqu'à maintenant j'ai beaucoup pardonné. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le combat... Ça c'est vraiment ta maman, quoi. Ouais. Alors c'est pas mon père, non. C'est ma mère. Mais c'est pour ça que je dis que je suis pas très combat. Le principe du combat, c'est que tu dois aller jusqu'au bout. Ouais. Or en fait, l'imprévu, c'est pour ça que j'aime l'improvisation, l'imprévu c'est d'un seul coup, à un moment donné, il va se passer autre chose. Ouais. C'est pour ça que je trouve ça cruel à une époque. Donc quand je faisais un peu de Krav Maga et de boxe, je regardais un peu des combats et je me disais, mais quel enfoiré celui-là, il a bien vu qu'il était à terre. Mais il a continué, il a bien vu qu'il était KO. Il a fini, alors, mais t'étais pas obligé de le faire en fait, puisque ça y est, t'as gagné. Pourquoi tu vas encore plus loin? Pourquoi tu le finis comme ça? Et ça m'angoisse un peu cette idée-là que l'être humain peut avoir cette cruauté-là. Et donc l'idée du combat, pour moi, elle s'arrête là où l'empathie démarre. Et c'est pour ça que le code du combat créatif, parce qu'on parlait de ça, c'est-à-dire qu'à quel moment tu vas chercher ta ressource créative, elle est où, etc. Eh ben, elle est dans la surprise de chaque instant. Oui. Je suis sur un piano en train de faire un truc et je suis content de ce que je suis en train de faire. Et à un moment donné, il y a une note fausse. Mais je fais quoi avec cette note fausse? Ou bien je fais putain, merde, ce piano il est faux et je pars. Ouais. Ou bien je me dis cette note fausse, je vais jouer avec. Ou bien j'évite de passer dessus. Alors ça crée une contrainte sympa parce que du coup il y a une note que tu es obligé de ne pas jouer. Ou bien tu te dis, je vais jouer dessus, puis on va forcer le train, on va voir si de là, peut-être quelque chose va ressortir. Et cette spontanéité du moment, cette manière de jouer avec ce que j'ai au moment où je l'ai entre les mains, c'est tout ça qui va faire l'authenticité d'un projet. Et je finis juste là-dessus. Si tu as une idée déjà préconçue de ce que tu veux créer, tu le fais jamais vraiment. On revient sur la trompette, les trompettistes connus, il y en a eu un trompettisme, certain... tu viens trompettisme, mais c'est néologisme. Non, mais tu viens d'inventer un mot, le trompettisme. Ouais, le trompettisme, c'est pas Trump, hein, c'est trompettisme. Donc avec le trompettisme. Trompettisme, j'adore. Voilà. Mais il faut partir de ça. Mais on va partir de ça. Donc le trompettisme, qui est on va dire qui est ce mouvement qui est de jouer, penser trompette. Toi, Gillespie, Sandoval, Baker, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toi, t'as grandi avec ces
avec ces Armstrong évidemment, tu as grandi avec, t'en as un que tu écoutais plus que les autres, à part ton papa, il y en a certains que tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose qui sortait de ces trompettes. J'ai découvert le jazz en écoutant Miles, Ouais. et en écoutant Miles dans Ascenseur pour l'échafaud. Voilà, c'était une révélation incroyable, ça a changé ma vie. La première fois que j'ai écouté, j'ai découvert qu'on avait le droit de jouer comme ça. C'est-à-dire pour les gens qui sont comme nous, comme moi, néophytes, qu'est-ce que tu écoutais le son de la trompette, en général, il est assez claironnant, assez désagréable, très fort, puissant. Et l'école française, c'est-à-dire celle dont je suis issu, c'est l'école de la brillance, du son clair à la française, aigu, on joue aigu, fort, puissant, etc. Et c'est ce que mon père m'enseignait, sauf que moi, quand j'étais petit, dans ma chambre, je détestais ça, donc je mettais une couette sur le pavillon de ma trompette et je jouais, et ça faisait un son beaucoup plus rond. Donc au lieu de jouer pa, 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 comme ça, je mettais la couette et ça faisait ou, 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 ou. Et donc je jouais, et là je me disais, voilà, ça c'est un son que j'aime bien. Et après c'était la couette dans ma chambre, quoi. Et puis un jour, voilà, je savais pas, un jour je découvre par hasard, on me dit, il faut que tu écoutes Miles Davis, et j'achète par hasard dans... Joseph Gibert sur Saint-Michel, là ils avaient un truc de c'est les librairies, voilà. Tu peux acheter des livres. Je passais par là par hasard, et je rentre à l'intérieur du magasin et je vois un truc d'occasion, enfin un CD d'occasion comme ça. Il y avait écrit Miles Davis, je l'achète et je le mets, et je me rappelle, je l'ai laissé presque 2 ans sans écouter, avec le plastique autour, parce qu'il a été remballé. Et à un moment tu dis quand même il faut. Non, et un jour je regarde le disque, je fais, putain, j'ai jamais écouté. Je mets le disque et je suis scotché. J'écoute, je me dis, mais c'est pas de la trompette, ça. Je regarde la pochette, je vois que si, c'est Miles Davis, c'est de la trompette. Je dis, mais c'est pas un son de trompette. T'as quel âge, là ? Là, j'ai 16-17 ans. Je dis, mais donc j'ai le droit. On m'aurait menti. Mais ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis, pourquoi on m'a pas dit que j'avais le droit de jouer comme ça, puisque moi, c'est ça que je préfère, en fait. Et c'est comme ça que j'ai aimé le jazz. Parce que j'ai assimilé le fait d'avoir ce son... D'avoir le droit, en fait. D'avoir le droit de le faire à la culture du jazz. Et je me dis, c'est dans le jazz, moi, où éventuellement, un jour, peut-être, je ferai quelque chose. On parlait d'Illusion. Cet album, je le disais, te fait aussi plus connaître parce que tu gagnes les victoires de la musique. Donc, on est en 2014. Ça t'apporte quoi, ça ? Une certaine notoriété, tu coches une case que même ton prénom et ton nom associé ne pouvaient pas forcément cocher. Est-ce que là, ça y est, c'est la première étape ? D'abord, la victoire de la musique... faut quand même se dire un truc, c'est que elle a plus de sens que n'importe qui d'autre qui a eu une victoire dans sa vie de la musique. Parce que c'était la première fois en 35 ans d'existence, et maintenant en presque 45 ans d'existence, c'est toujours le cas, la seule fois du coup, qu'une personne qui n'est pas chanteuse ou chanteur reçoit une victoire de la musique. Je parle pas des producteurs, etc. Ouais. Je parle de personnes qui ont leur nom, voilà. Qui vont vraiment gagner. Et donc, d'abord, c'est une victoire historique. Alors, peut-être que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça n'est jamais arrivé avant et ça n'est plus arrivé après, à part moi en 2017, où j'ai à nouveau une victoire de la musique. Donc, je pense que les gens n'estiment pas véritablement cette victoire-là à son niveau. Au niveau à ce que ça représente véritablement par rapport au monde de la musique. Donc, j'étais vraiment un ovni qui d'un seul coup déboule et les gens se disent mais c'est qui c'est de la trompette, mais c'est pas de la chanson, ça passe pas en radio. Et moi je suis jamais, en 19 albums, je suis jamais passé sur les radios généralistes, les grandes radios généralistes qu'on connaît, je suis jamais passé en playlist. Donc je suis inexistant pour l'industrie quelque part d'une certaine façon. Et pourtant je reçois cette victoire en 2014, puis ensuite une autre en 2017. Et donc c'est une vraie révolution en fait en réalité. C'est-à-dire que le monde professionnel ne peut plus faire semblant que j'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on fait des tournées incroyables, qu'on vend, alors que je suis indépendant, que j'ai monté mon label. Qui vote pour les victoires de la musique ? C'est tous les professionnels. Ok. Et ils peuvent plus faire abstraction de mon existence. Ils peuvent plus faire semblant. Ils t'ont pas bloqué là ? Ils pouvaient pas faire semblant que j'existais pas. Il y a un moment où tu remplis les zéniths, tu remplis des Bercy. Mes albums. Alors je vais pas être trop présomptueux parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et pas avoir l'air trop prétentieux, mais c'est la réalité, on va pas se cacher non plus, je vais pas faire semblant que c'est pas vrai. Ça fait quand même quelques années que mes albums sont numéro 1 des ventes jazz systématiquement.
Alors, bon, il y a un moment où je ne peux pas faire semblant que le mec n'existe pas. Donc et tant mieux, et c'est chouette d'ailleurs. Hein. Moi, je ne dis pas que je les ai forcés. C'est le résultat d'une conjoncture dans le milieu qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent, ben voilà, Malouf, pourquoi on ne voterait pas pour lui ? Donc j'ai eu ces victoires. Donc là, il y a eu un effet, évidemment, un effet de levier incroyable vis-à-vis du grand public. Parce que les gens se sont dit, mais c'est qui ce gars qui est complètement outsider et qu'on ne connaissait pas ? Et qui arrive en fait à... Tu vends plus d'albums à ce moment-là ? Ouais. Alors je me rappelle même d'un article, c'était un article du JDD, je crois, un JDD de l'époque, qui avait fait un article sur les victoires de la musique. Et je crois qu'ils avaient dit que j'étais celui qui avait le plus bénéficié en fait des effets positifs secondaires des victoires de la musique, où mes chiffres avaient été multipliés. Enfin, je crois qu'il y a une augmentation de 600% de mes écoutes et de mes ventes. Donc, et moi, c'est à ce moment-là que j'ai dit à tous ceux qui souvent étaient un peu réticents, j'ai dit, mais regardez, mais le public, il n'est pas idiot. Si d'un seul coup, ils me découvrent et qu'ils aiment, ça veut bien dire que j'ai ma place dans cette industrie. Ouais. Jouez-moi dans les playlists des radios. Donnez-moi de la place. Jamais. Non. Jamais. Non, sur les grandes radios généralistes ? Non, jamais. Ton quotidien, ça change quelque chose tu touches une notoriété, pas vraiment. Les gens commencent à te reconnaître, ou assez peu. Tu gères ça correctement ? C'est facile pour toi ? Alors, c'est compliqué de parler de ce sujet, parce qu'il y a plein d'aspects. Mais sur le quotidien, moi, j'ai toujours voulu rester... C'est-à-dire, j'ai jamais joué la carte du Star System, alors que j'aurais pu, vraiment. J'aurais pu arriver aux Victoires de la musique en 2017 avec 2 gardes du corps. J'aurais pu demander à Gucci ou à je sais pas qui de m'habiller pour arriver en lunettes noires et pour que les caméras me regardent, pour qu'ils disent c'est qui celui-là, etc. Moi, j'ai toujours aimé le fait d'être en low profile tout le temps. Simplicité. Ah ouais, authenticité, tu veux dire ? Ah, mais pas seulement, simplicité, vraiment. Ouais, authenticité, quitter. Moi, j'aime descendre faire mes courses comme tout le monde. J'aime l'idée que je veux continuer j'aime que ma vie soit normale en fait. Donc j'ai envie que ma vie soit plus normale qu'elle n'est. Elle n'est pas assez normale. Alors voilà, c'est là que je disais que c'est un peu compliqué. C'est que je vois que tu commences je sens que tu... Non, mais c'est que moi c'est la vie en tout cas à laquelle j'aspire et d'ailleurs je le dis depuis quelques années maintenant. Les gens pensent que je veux arrêter de jouer de la trompette, c'est pas ça, mais je pense que dans quelques années je vais vraiment volontairement en tout cas m'éloigner un peu de la scène en tant que trompettiste, leader, etc. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me plaît pas particulièrement. Et si ça me plaît pas, c'est pas parce que j'aime pas ma vie. Je trouve que j'ai une vie incroyable et je fais des rencontres dingues, je vis une vie incroyable. Mais tous les à côté de la célébrité me dérangent considérablement. Moi, j'ai pas été élevé pour me battre, j'ai pas été éduqué avec l'adversité, avec un monde dur comme ça. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand tu es quelqu'un qui a même une toute petite notoriété, pas forcément une méga star ou quoi, tu es confronté à énormément de choses auxquelles j'ai pas du tout envie de me confronter. Les rumeurs, la jalousie, bref, tellement de trucs. Voilà, ça me ressemble pas, c'est pas du tout une vie pour moi. Donc tu sens que de toute façon, c'est un combat, quoi. C'est que de toute façon, du moment que tu as un peu... Puis surtout, moi, j'ai jamais voulu ça. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je ne me rêvais pas star de la trompette ou des trucs comme ça. Justement, quand tu étais jeune, ce que je sais, c'est que tu avais aussi des problèmes avec ton image, en fait. Tu vivais pas bien même ton aspect physique, en fait. Ah non, j'en ai parlé de temps en temps. Mais enfin, comme tout le monde, je me trouvais pas beau ou des choses comme ça, mais c'était pas... Non, j'étais plutôt timide, mais... C'était pas maladif, ou j'avais pas de complexe ou quoi, ou très très peu, enfin, pas tellement. D'ailleurs, j'ai jamais laissé mes défauts devenir des complexes. Je pouvais parfois avoir des doutes ou avoir peur, etc. Mais j'en ai toujours fait une force. Et non. Et d'ailleurs, tu dis comme ça. Tu dis c'est un livre que tu lisais, que tu disais aime-toi, la vie t'aimera. En fait. Ouais, je l'ai lu aussi. Ça, c'est un truc pour toi important. C'est qu'en fait, si tu n'es pas déjà à t'aimer toi-même. Catherine Ben Saïd m'a fait beaucoup de bien à une époque. C'est celle qui a écrit et qui a écrit cette livre. Autre point aussi important, ce que tu as dit aussi dans ces moments où ça a été des hauts et des bas. Là, on a parlé de cette notoriété, mais quelques années avant, c'est comme dans le dur. Il y a un moment ou un autre où tu te retrouves à devoir aller faire ce que Danny Boone a fait nous expliquer ici, c'est-à-dire aller faire la manche, aller trouver pour... voilà, et Danny me dit expliquer qu'il allait avec ses potes au restaurant, il dit non, j'ai pas faim,
il prenait juste la corbeille de pain en partant et ça lui faisait... moi, j'avais 2-3 trucs comme ça. J'ai fait 2-3 trucs comme ça. Donc toi, c'était compliqué. Moi, c'est pendant la période où... donc, quand j'ai quitté la maison... Alors, c'est une situation compliquée. Mes parents venaient de divorcer il y a quelques années. Mon père faisait une dépression. Je voyais plus beaucoup ma mère. Et à un moment où il a fallu que j'aille à Paris pour étudier parce que je pouvais pas rester à la maison avec un papa dans cet état-là. Sinon, ça allait me tuer moi aussi. Donc, pas que je claque, mais je pars. Et je m'installe à Paris. Puis très très vite, il n'y a plus de ressources. Donc... Et donc, je me suis retrouvé très vite sans argent, sans la possibilité de payer mon loyer, etc. Donc, et comme ma mère, j'avais pas vraiment la possibilité de lui demander de l'argent, et que là, on n'avait pas particulièrement d'ailleurs beaucoup, et que mon père, j'avais coupé les ponts sur cet aspect-là. Vraiment, là, c'était compliqué. Alors, moi, ça n'a pas duré longtemps, heureusement d'ailleurs. Ça a duré à peu près 1 mois et demi, où pendant vraiment 1 mois et demi, ma seule manière de faire de l'argent, c'était de jouer dans le métro, enfin dans le RER, d'ailleurs plus précisément. J'avais trouvé un spot que j'aimais bien, dans le RER B. Et, quelle station t'étais ça dépendait. J'en avais plusieurs, mais il y avait d'Enfer Rochereau. Il y avait. En fait, je tournais entre 2-3 spots différents, mais Saint-Michel, d'Enfer Rochereau, Port-Royal, etc. Pas les Royal, pardon, etc. Bon, j'avais 2-3 spots où j'étais bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était des endroits où il y avait pas mal de touristes qui passaient. Et c'est les Américains qui me donnaient le plus d'argent. Tu les voyais, tu les reconnaissais au bout d'un moment. Ils parlaient. Ouais. Hey, where are you from? Mettez des billets et tout. C'était les plus sympas. Et donc, ça a duré 1 mois et demi, ça n'a pas été facile. Pendant ce mois et demi, je trouvais quelques petites feintes. Comme j'étais un peu fier, je me souviens, c'est un truc que je raconte de temps en temps, mais qui fait rire un peu tout le monde. Mais j'allais dans un... Je sais pas si on peut citer des marques ici, d'ailleurs. Tu peux tout faire. Ouais, j'allais au McDo. Et comme je sais pas si dans les cheeseburgers, il y a toujours une petite tranche de cornichon. Et moi, j'avais pas les moyens de m'en acheter 2 ou 3. Et donc, je commandais un cheese. Je commandais rien d'autre. Je le mangeais jusqu'à ce qu'il reste à peu près genre ça. Et après, j'allais les voir, je leur disais, excusez-moi, mais il n'y avait pas de cornichon. Et moi, je l'ai acheté pour le cornichon. Et ils m'en filaient un deuxième. Ouais, voilà. Et c'était ma manière un peu de tricher en frôlant un peu pour remplir pour remplir le ventre, ouais. Ou alors d'acheter des pâtes et de bouffer que des pâtes. Mais voilà, mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement. Moi, j'ai quand même très vite... j'ai très vite trouvé un petit poste dans un orchestre semi-professionnel qui m'a permis très vite d'avoir quand même quelques cachets. Je donnais des cours aussi dans un conservatoire, etc. Donc ça, très vite, j'ai quand même remonté la pente rapidement. Toi, tu as fait beaucoup de collabs en fait, tout le temps de ta carrière. On cite Mathieu, mais évidemment Amadou et Mariam, Joe Star. On a un certain nombre, je pense que tu pourras en citer d'autres. Comment tu les choisis, tes collaborations? C'est ton manager qui t'appelle? C'est un pote, tu dis juste depuis le temps, Mathieu, je t'ai vu très 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 souvent avec lui. Est-ce que toi, quand tu entends quelqu'un, tu dis mais je l'adore, j'aimerais, c'est toi qui le contactes, tu l'Instagram, raconte-nous un peu les dessous pour des gens, encore une fois, comme nous, qui regardons sans savoir. Pendant très très longtemps, j'ai cette chance. Encore une fois, c'est pas grâce à moi. Mon père a inventé une manière de jouer, vraiment. Et moi, j'ai hérité de ça. Donc, ma manière de jouer avec quelque chose d'un peu original qu'on retrouve pas souvent chez les trompettistes, voire même pas du tout. Et là, maintenant, il commence à y avoir des trompettistes qui jouent un peu comme ça. Et donc, c'est super, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, j'étais un peu tout seul à jouer comme ça. Et donc, très vite, en fait, il y a pas mal d'artistes qui m'ont repéré. Et c'est eux qui m'invitaient. Et donc, Mathieu en fait partie. Il y en a plein d'autres. Je peux citer Vincent Delerme, avec qui j'ai fait beaucoup de collaborations à une époque. En tout cas, il m'invitait. J'ai même fait 2 tournées avec lui en tant que musicien. Et puis, il y en a plein d'autres. Lassa Dessela était une des premières. Malheureusement, elle nous a quittés maintenant. Mais, et puis, je pourrais citer plein de noms pendant des années et des années et des années. Mais même encore aujourd'hui, c'est vrai. Mais on m'invite. Ça fait pas très longtemps. Sincèrement, ça fait pas très longtemps qu'il y a un truc qui s'est inversé. Où je me suis dit, mais maintenant, je suis peut-être légitime aussi, moi, pour inviter des gens. Et la plupart du temps... Et souvent sur ton dernier album, enfin sur ton avant-dernier album, où tu en as fait aussi un certain nombre. On parlait de collab, moi j'ai quelqu'un que encore une fois, je dis souvent que j'apprécie, mais il faut dire que les gens que j'ai ici, je les apprécie, sinon je les invite pas. Et c'est Quentin Mosiman. Donc Mosiman... Oui, mais j'adore Quentin. Qui est
exceptionnel de talent. Extraordinaire. Son histoire est folle. Pour ceux qui l'ont pas entendu, écoutez-le sur pause. Son histoire est incroyable. De Star Academy à être un des DJ les plus talentueux de sa génération. Il nous expliquait que lui, il recherchait l'âme aussi dans les collabs. Il a fait beaucoup de collabs. Lui aussi, il a été, tu le sais, le musicien sur l'avant-dernière tournée, sur la dernière tournée de Grand Corps Malade, où il faisait pas mal de choses. Il me disait ça, lui, c'est l'âme qu'il recherche. Toi, qu'est-ce que tu recherches dans la collab? Je pourrais dire la même chose, je pense. L'âme. Tout à l'heure, j'ai dit la poésie. Ça revient au même. En parlant des collaborations, des rencontres, ici, on a des pauses amicales. Les pauses amicales, c'est que j'ai demandé à un de tes potes, quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un qui connaît, de te poser une question. Tiens donc. On écoute. Tu me manques déjà, et je voulais te demander tout simplement que tu nous racontes quelque chose, ta rencontre peut-être avec le grand Quincy Jones, parce qu'on est tellement émus. Grâce à toi, je l'ai rencontré aussi, et voilà, je voulais savoir ou une anecdote, quelque chose de fort avec lui. Je t'embrasse bien fort. Bon, cette voix unique de Mathieu Chédid, raconte-nous la bienveillance déjà. Incarnée. Ah ouais, c'est incroyable. Donc merci Mathieu pour cette question-là et merci de rendre heureux les gens, joyeux, heureux, les gens qui t'écoutent et qui viennent à tes concerts, qui sont des concerts incroyables. Donc ta relation avec Mathieu déjà, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'estime. Mathieu, c'est une sorte de cousin. Nos grands-mères jouaient ensemble aux cartes à Alexandrie il y a plus de 95 ans. Peut-être 90 ans. Nos parents se connaissent pas, mais mon oncle Amine était très proche de sa grand-mère aussi, connaît bien aussi la famille de Mathieu. Nous, on s'est rencontrés grâce à une personne que tu connais peut-être, qui s'appelle Rima Abdul Malak, qui à l'époque, avant de devenir ministre de la Culture, était une femme absolument extraordinaire qui a beaucoup travaillé pour les enfants dans le monde entier et via Clowns sans frontières pour aller amener de la joie, peut-être un peu de bonheur, là où les enfants souffrent. Et donc je la rencontre, Mathieu la connaît bien aussi, et puis on se rencontre comme ça, voilà. Et mais Mathieu aussi, on s'était rencontrés grâce à une autre personne qui s'appelle Vincent Segal, qui est un musicien extraordinaire, qui a été d'ailleurs à l'origine du fait que beaucoup de gens m'ont découvert. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Merci Vincent. Merci Vincent Segal. Vincent Segal est une personne que tu pourrais recevoir ici, qui est absolument formidable. Donc Quincy Jones. Quincy, il y a une histoire avec Quincy. Hein. Il y en a plein. L'histoire Montreux, la première. Non, mais il y en a plein, franchement, des histoires. Et surtout, non, mais ne serait-ce que là, ce que vient de dire Mathieu. Mathieu a dit, grâce à toi, j'ai rencontré Quincy. C'est ce qu'il a dit dans son message. Et moi, ça a été une des plus belles choses pour moi, c'est de présenter Mathieu à Quincy. C'est comme si je présentais mon cousin ou mon frère à mon père ou mon grand-père spirituel. Il s'est passé un truc incroyable et j'étais tellement heureux de les présenter. Quincy a été mon manager depuis 2017 pour les États-Unis. La classe. Surtout son équipe. Quincy a été mon manager aux États-Unis depuis 2017. Excusez-moi du peu. C'est la classe, ça, non? Oui, mais je me cache pas. Non, mais c'est classe. Non, les sujets, moi je le dis. Hein, c'est non, mais c'est assez stratosphérique, faut dire la vérité. Et t'as vu le monde avant et après aux États-Unis? Oui. C'est pas un grand oui, ça. Non, mais si, c'est un grand oui, mais les États-Unis, c'est pas un pays que tu conquiers juste parce que Quincy Jones a dit que tu jouais bien. Non, c'est ça. C'est plus compliqué que ça. Mais j'ai vu l'avant et l'après dans le sens où j'ai vu un homme qui n'avait absolument pas besoin de me dire que ce que je faisais était bien et de m'aider, le faire. Il avait absolument aucun intérêt à le faire. Et puis surtout, il est arrivé un moment où dans ma vie, c'était très difficile. Et cette bienveillance, cette force qu'il a, cette joie extrêmement communicative qu'il a, qui est vraiment... C'est la bienveillance artistique et humaine, la générosité, l'humilité de l'homme. C'est le plus grand producteur de l'histoire occidentale moderne de ces 70 dernières années. Donc de tous les temps. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, parce qu'après, on peut aller en Europe ancienne, Bach, etc. Ce sont des très grands compositeurs et producteurs. Ouais.
Enfin, je dis Je suis pas sûr que les producteurs. producteurs. Non, mais Ils tu étaient vois. eux-mêmes, quoi. Ouais, mais C'était les mécènes qui étaient leurs à producteurs. cette époque-là, oui, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même. Enfin, dans ce siècle et demi Il y a qui Quincy vient et de les autres, passer, ça que tu dis. et il a absolument tout transformé dans la culture pop, dans la culture hip-hop, dans la culture jazz. Il t'a permis de faire La quelque chose que culture- tu n'aurais pas pu faire sans lui? Une rencontre, Il m'a titre. ouvert des portes sur beaucoup d'aspects. Lui, quand je parle de lui, c'est lui et son équipe. Ah, bien Parce que sûr. attention, c'est pas Quincy qui prenait le téléphone et disait Ibrahim, On est faut que je te d'accord. parle. C'est plus compliqué que ça. T'as un Français là-bas, hein? Non? T'avais quelques... Après, Son équipe oui, si. Mais lui-même était passionné de la France et il avait énormément de choses à rendre à la France qui lui a beaucoup donné aussi. Donc c'était quelqu'un qui adorait la France. Donc en tant que Français, j'étais quelqu'un qui l'allait aussi, entre autres, apprécier. Mais non, il m'a ouvert les yeux, surtout, sur énormément de choses. Dans sa manière de faire les choses, dans la manière de travailler, la philosophie du lien. La première conversation que j'ai eue avec lui, il me regarde, il me fait « T'es de quel signe ?» Je dis « Mais pourquoi il me pose la question ?» Et ça a été le point de départ de nos conversations. Et j'ai compris plus tard que c'était une question qu'il posait à tout le monde. Parce que c'était sa manière de créer du lien en se mettant au même niveau que tout le monde. C'est-à-dire que les signes astrologiques, on en a tous. Et c'est pas parce que je suis Quincy Jones que d'un seul coup je vais te regarder en te disant si j'ai pas un intérêt à te parler, j'ai aucun intérêt à te parler. Non, il y avait cette humilité de s'adapter à absolument toutes les personnes qui pouvaient croiser. Cette humilité-là, on la trouve pas beaucoup quand même, hein, surtout dans nos milieux. Et c'est bien de rappeler à tout le monde que Quincy est comme ça. Il y a aussi un moment qui est assez ultime, c'est de te voir sur scène. On se retrouve en 2014-2017 avec Des histoires de la musique, ce qui n'est pas arrivé, qui n'est pas arrivé depuis, de voir quelqu'un qui ne chantait pas. Là, j'ai un moment qui est assez incroyable. En tout cas, moi, j'ai regardé ça avec des yeux, encore une fois, plutôt de néophyte, de béotien, en me disant juste comment c'est faisable. Je te vois remplir des Bercy. Alors ça, de nouveau, c'est très nouveau. Moi, j'ai eu cette chance de passer du temps. J'ai longtemps habité aux États-Unis. J'allais très souvent à Nouvelle-Orléans parce qu'un de mes meilleurs amis est là-bas. Et donc, des jazzmen, des pianistes, des trompettistes remplissaient une salle de 50 personnes. Quand on était tous... non, peut-être qu'on était à 150 personnes. Toi, tu te retrouves à pouvoir mettre 8000 personnes. À quel moment t'as vu ça? À quel moment... C'est quoi ta première grande scène où tu te dis juste, mais ils sont là? Moi, j'ai réalisé que quelque chose était possible. Alors, attention, hein, moi, j'ai pas cet objectif de jouer devant forcément plein de monde. Ouais. Encore une fois, on en parlait, moi, je suis cohérent. Hein, quand je dis tout à l'heure que le côté plus célèbre, etc., c'est pas forcément quelque chose que je cherche. Je cherche pas forcément à jouer devant énormément de monde. D'ailleurs, là, je fais plein de tournées où je joue devant beaucoup moins de monde, dans des petits clubs, etc. Et ça me va très bien. Mais, il y a quand même... Je suis quand même quelqu'un qui aime la compétition de temps en temps, qui aime le challenge. J'aime ça. Et lorsque tu fais autant d'albums et que tu as ce succès, finalement, parce qu'il faut mettre un mot là-dessus, hein, c'est un succès, mais que le radio ne te playlist jamais et que tu es un peu boudé par ce monde-là, tu as envie de leur prouver qu'ils ont tort. Et le fait de jouer devant beaucoup de monde, ça reste quand même la preuve qu'il y a une popularité qui est là. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui trichent, qui jouent devant beaucoup de monde dans les festivals, et ensuite montrent les images en disant « Regardez devant combien de personnes on joue ». Or, en fait, on sait très bien que dans les festivals, c'est pas la même chose. C'est sûr, Voilà, ils viennent pas... Ils sont pas venus que pour toi, ils sont venus pour 18 personnes, 18 artistes qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc, il y a un peu cette triche-là. Alors moi, c'est un peu parti de là. C'est-à-dire un jour, je me suis retrouvé sur des scènes type Les Vieilles Charrues ou des trucs comme ça. Grand festival français. Voilà, je joue devant 30 000, 40 000, 80 000 personnes. Et je vois que les gens kiffent. Mais même moi, ça me surprenait. Mais je me dis, mais c'est ouf, parce qu'ils sont venus pour je sais pas quel groupe Justice ou je sais pas quel truc d'électro ou de rock ou de pop, etc. Ils sont là, ils attendent de Dua Lipa ou je sais pas qui. Je passe moi, et ils kiffent quand même. Et je sortais de là, il y avait un truc ça avait drainé une force. Je me disais, mais en fait, nous aussi, on a le droit, on peut se permettre de faire des concerts comme ça, c'est pas réservé. Donc, t'en parles à ton manager à ce moment-là, direct? Et à ce moment-là, voilà, j'appelle Jean-Louis, je lui dis, il faut que je te parle. Et Jean-Louis Perrier, qui est mon manager de toujours en France et dans certains pays qu'on développe, Europe essentiellement, etc.
C'est lui d'ailleurs qui a été un peu à l'origine de beaucoup de choses dans mon succès. Au tout début surtout, c'est lui qui m'a poussé à monter mon label quand les labels me disaient non, etc. Merci Jean-Louis aussi. Merci Jean-Louis. Il faut remercions les gens importants. Et donc je lui, il y en a plein, je pourrais remercier. Et donc je lui dis, écoute, j'ai presque honte de te le dire, mais j'ai une idée un peu folle et tout. J'ai dit, je veux faire Bercy, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, mais t'es fou. Et ça lui a pris 10 secondes après qu'il me dise, mais c'est génial. Voilà, 10 secondes. Et dans ces 10 secondes-là, j'ai eu très peur. Je me dis, je vais pas y aller tout seul quand même. Et 10 secondes après, ça y est, il était parti avec moi. Et on s'est dit qu'en effet, il n'y avait pas de raison. Et qu'on devait prouver, en fait, d'une certaine manière que c'est pas parce que t'es pas chanteuse ou chanteur que tu peux pas te permettre de faire une musique qui plaise au grand public. Et c'est parti d'un challenge comme ça. On a lancé les ventes 8 à 9 mois avant le premier Bercy, c'était déjà complet. Donc je parle de 17 000 personnes, 17 000 billets. Et c'est là que Jean-Louis a cette idée de génie. Il me dit, mais tu sais quoi? Il me dit, les gens, ils vont dire que ouais, qu'on a fait beaucoup de pubs, etc. Alors qu'en fait, on n'en avait pas fait beaucoup. Il me dit, tu sais quoi? Viens, on fait un zénith 2 semaines avant. C'est-à-dire, on était 9 mois avant le concert et on reprogramme un zénith 2 semaines avant le Bercy. Et il se remplit en quelques semaines. Même pas, quelques jours. Autrement dit, on a fait 25 000 billets juste sur les 2 semaines entre le début et mi-décembre 2016. 25 000 billets juste à Paris, 9 mois plus tôt. Ce qui est complètement fou pour un trompettiste. Les gens je sais pas si les gens se rendent compte. Non, mais c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si Clara Luciani, par exemple, faisait 3 stades de France. Ouais. Mais c'est monstrueux. Ça n'a pas de sens, en fait. Et ce qui est fou, c'est que depuis, on en a refait 2 autres. Un en 2022 et un en 2023. Et donc, du coup, c'est facile. Ce challenge... Si tu fais pas un Bercy maintenant, c'est... Quoi? Ça sera pas une bonne année maintenant, en fait, c'est ça. Non. Et non, mais c'est presque devenu une blague, parce que maintenant, les gens me disent, alors, quand est-ce que tu refais Bercy? Je leur dis, mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Je leur dis, mais c'est pas parce que c'est pas devenu normal. C'est quoi ta salle préférée? Où tu préfères jouer? Alors, j'avoue que vraiment Bercy, c'est une salle que j'adore. T'adores Bercy? Ouais, j'adore cette salle. Moi, j'aime pas tellement écouter là-bas. Je trouve pas que c'est quand même. Ça dépend où tu es placé. Ça dépend qui fait le son. Moi, je travaille avec des génies du son. Donne-moi la tribune où il faut que j'aille alors dans ce cas la prochaine fois. Mais non, mais ça dépend. Mais tu sais, Bercy, c'est une salle quand tu la loues, elle est vide. Ah, bien sûr. Et ensuite, tu remplis. Donc, si les gens. Moi, je suis allé voir des concerts, j'ai détesté le son. Ouais. J'ai détesté le son et je suis allé voir des concerts, le son était extraordinaire. On va faire une autre pause amicale, si tu veux bien. Et c'est un camarade à tous les deux. C'est par cette personne-là qu'on s'est rencontrés la première fois. C'est un entrepreneur social qui s'appelle Stéphane de Freitas, qui est un entrepreneur social, qui aujourd'hui utilise son talent au service des autres et en particulier pour développer une association qui s'appelle Eloquentia. On était tous les deux on était tous les deux jury dans leur finale il y a quelques temps de ça. On écoute la question que Stéphane a pour toi. Bonjour Ibrahim, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, la question que moi j'aimerais te poser, elle est née du fait que j'ai eu la chance de te voir sur scène à Bercy avec le collectif de musiciens La Momalie. J'ai même pu immortaliser ce moment dans un film. Et ce que je retiens de ce moment, c'est la magie, la transe, la joie, la célébration intense que vous réussissiez à provoquer sur scène et que tu réussis toi-même dans tes concerts à provoquer avec le public. Ces moments de joie, de liesse. Et la question que moi j'aimerais te poser, du coup, c'est au cours de toute ta carrière jusqu'à présent, quel est le moment sur scène que tu retiendrais par rapport au fait de réussir à provoquer justement une transe de joie, de célébration la plus puissante, la plus en fusion au public? Est-ce qu'il y a un moment comme ça en particulier qui a été plus puissant que les autres au cours de ta carrière ou que tu gardes en tête, même si j'imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais est-ce qu'il y en a un que tu accepterais de décrire et d'expliquer, voilà, de fusion intense et dans la joie, hein, évidemment. Dans ces temps tristes et sombres, réussir à provoquer de la joie, c'est un petit miracle. Et vous, les musiciens, et pour t'avoir déjà vu le faire, j'étais assez impressionné. Donc voilà, est-ce que tu accepterais de partager ce moment? Tu parles de joie, c'est ça? C'est ça, t'allais me prendre ça. Hein. Il parle de joie. Oui, parce que, comment tu dis, de la joie, c'est facile, le mot joie. C'est heureux, tu dis quoi?
Alors, ce moment-là. Oublions cette sémantique. Non. Ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu Il y en a dis, plein. c'est quoi? C'est le moment où tu mets le pied la première fois à Bercy, tu arrives devant ces 17 000 personnes et tu dis juste waouh, raz-de-marée? Ou que tu sors de ton premier Bercy? Il y en a plein. Ah, mais arrête. Il y en a plein. Le kiff absolu, là où tu mets le Graal du kiff. Mais le kiff, il est où? Il est dans quoi? Il est dans la reconnaissance du public ou il est dans le moment important que tu es en train de vivre? C'est un peu égoïste là. À ce Quand moment-là. on a rouvert le Bataclan, on m'a demandé de jouer Sting, m'a demandé de jouer avec lui. Incroyable. C'est pas un moment de kiff, hein. Non. Mais moi, on m'avait demandé de rouvrir on m'avait demandé au début, les personnes qui produisaient le concert m'ont dit, Ibrahim, est-ce que tu voudrais bien venir jouer sur scène le jour où on rouvre le Bataclan? J'ai dit non. J'ai dit, je suis désolé, moi, je me sens pas capable. C'est trop dur. Et 2, je sais même pas si les familles vont être d'accord. 3, je trouve ça un peu trop tôt, etc. Bref. Et puis quelques semaines après, Sting, avec qui j'avais déjà travaillé, m'envoie un message et il veut me parler. Donc on se parle au téléphone et il me dit, j'ai besoin de toi. Il me dit comme ça. Du coup, j'accepte. Si tu dis pas non à Sting. J'y vais et j'ai très peur. Je me rappelle, j'arrive là-bas, je regarde même pas. Je monte sur scène, je demande où est l'ingénieur du son pour que je puisse mettre mon micro, etc. Je me sens pas bien. Et puis, Sting n'était pas encore arrivé, il y avait les musiciens qui étaient là. Je parle avec eux, il y a Dominic Miller, son guitariste historique, etc. Je parle avec lui. L'ambiance est grave, l'ambiance est pas bonne. Et puis, arrive Sting. Et qu'on le veuille ou non, c'est un homme qui a une aura extraordinaire, qui a une force, qui diffuse autour de lui quelque chose de fort. Et d'un seul coup, tout le monde respire. Et il arrive avec cette simplicité, cette humanité. Et juste avant que je monte sur scène pour jouer avec lui, il fait un petit discours. Et il dit à tout le monde que voilà, on va jouer une chanson qui s'appelle Inch'Allah. Moi, je savais même pas sur quoi j'allais jouer. Hein. Je savais même pas. On n'avait presque pas répété. Et d'ailleurs, je me souviens, je lui avais demandé, mais tu veux que je joue quoi? Tu veux que je joue sur quoi? Il me dit, ce que tu veux. Et donc, j'étais dehors. Et là, il m'appelle. Et donc, je monte sur scène et je joue avec lui cette chanson qui s'appelle Inch'Allah. Alors qu'on est en train de rouvrir le Bataclan, qu'on parle de centaines de morts, qu'on parle de... Alors, je peux pas... On parle de terrorisme, on parle d'un monde qui change quand même. Hein. Donc je peux pas dire que c'était un moment de joie. Ouais. Je peux pas dire que c'était un moment, etc. Mais quand moi, Stéphane de Freitas, me demande de penser à un moment de scène puissant, celui-là en était un. Mais je pourrais t'en citer plein d'autres, beaucoup plus joyeux, plus... Là, tu parlais de Sting, mais tu disais un sujet sur ces artistes, tu parlais pas du tout de Sting, justement. Je pense que tu le mettais pas dans un autre. Tu dis, j'ai jamais rencontré un seul artiste, et t'en as rencontré un paquet. C'est dur ce que tu dis, hein, qui est stable psychologiquement. Ah oui, j'ai dit ça, c'est vrai. C'est arrivé. Donc il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et est-ce que tu penses qu'il faut justement avoir cette instabilité pour être créatif? Tu penses que ça va forcément avec? Non. Je pense que là... Non, alors j'ai ma petite théorie, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Vas-y, j'adore. Moi, je pense que de toute façon, quand tu es artiste, c'est que tu as quelque chose à régler. Bon, c'est un fait, je pense... Qui va, pour quelle raison, un jour se dire, tiens, je vais prendre une guitare, je vais jouer devant des gens. Pourquoi? Tu pourrais juste aimer... Tu peux juste aimer être avec des gens. Et... Ouais. Non, tu peux aimer la musique, mais je pense que ça suffit pas. Donc il y a un truc qu'il faut régler. Moi, je pense qu'il y a un truc à régler. Après, chacun... On a tous quelque chose à régler. Mais exactement. Mais c'est pour ça que je dis, on a tous quelque chose à régler. Donc ça veut dire que... Il faut l'assumer, quoi. À partir du moment où tu décides d'aller dans ce milieu-là et de te battre, et sachant que le monde dans lequel on est très très compliqué, le monde artistique est jonché truffé de pièges, d'instabilité et de malveillance, etc. Si tu décides que tu te frottes aux premières complications et que tu continues, c'est qu'a priori, à l'intérieur de toi, là, il y a un truc qui va pas en démordre. Et après, une fois que tu commences à faire ce métier, ou bien tu te complais dans cette souffrance, et on le sait, il y en a qui sont allés beaucoup trop loin et malheureusement qui ont perdu la vie, etc., où tu te complais dans ça, ou alors tu aimes bien quelque part être dans cette souffrance-là,
Et donc, du coup, tu entretiens un rapport hyper malsain avec ton art parce qu'il faut que tu souffres pour que ça machin. Et moi, je suis pas du tout comme ça. T'es pas là-dedans, toi. Je suis pas du tout comme ça. Ou bien, cet art te soigne et tu vas chercher dans ton passé des choses douloureuses pour en faire quelque chose, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, tu souffres forcément. Et cette instabilité-là, ce cercle vicieux dans lequel sont la plupart des artistes que je rencontre, heureusement, il y en a qui sont pas comme ça, mais la plupart des artistes, ce cycle, tu as envie de leur dire, mais sors de ça, t'es pas obligé d'être là-dedans. Mais justement, ça crée une instabilité. Tes copains artistes qui t'entendent dire ça, ils disent quoi? Ils disent putain, tu te fous de moi. Non, tu dis ça, tu me vises moi parce que tu dis il y en a très peu qui ne le sont pas. Tu dis qu'ils sont seuls, en fait. Il y en a, ouais, mais regarde, on parle de Mathieu depuis tout à l'heure. On a beaucoup parlé de Mathieu. Mathieu, c'est quelqu'un de très, très stable psychologiquement. Ouais. Il a réussi à mettre sa musique et son art au profit des choses qui l'inquiétaient, au profit des choses qu'il avait envie de soigner chez lui, etc. Et du coup, ça crée quoi? Ça crée un projet comme l'Amomalie, complètement génial, avec tous ces artistes. Mathieu est une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Ouais. Souvent, d'ailleurs, les artistes qui finissent par être vraiment sereins et stables dans leur art et qui ont peut-être eu des choses à régler, mais qui ont réussi à les régler grâce à leur musique, c'est eux qui sont les plus humbles, les plus généreux, les plus gentils, les plus respectueux des autres. Et souvent, quand tu croises des artistes qui n'ont pas cette humilité, qui n'ont pas cette stabilité, qui n'ont pas cette générosité, ce sont souvent ces artistes-là qui galèrent encore avec leur souffrance et qui parfois l'entretiennent. Tu l'évoquais sans l'évoquer tout à l'heure, une polémique que tu as affrontée en 2018, on va en parler. 2017, 2018, 2019, une condamnation 2020. Pour agression sexuelle sur une mineure, puis en 2020, tu es relaxé par la Cour d'appel de Paris. Ton image publique a été secouée évidemment par cette affaire. On va avancer sur cette partie-là. Je pense que j'ai senti ce que tu disais tout à l'heure en disant juste... T'as pris sur toi, t'as vu certainement le côté le plus noir, sombre de gens qui ont voulu t'attaquer, t'ont attaqué, voulu faire tomber. Lynchage, toi tu l'as senti qu'il y a des gens qui espéraient te faire tomber, te voir souffrir. C'était des années évidemment extrêmement compliquées, complexes, ces années-là. Je sais pas... qu'il y ait des gens qui m'aiment pas et qui en ont profité pour me taper dessus. Oui, bien sûr. J'ai vu des articles c'était ni à faire. Plutôt par des journalistes, tu dis. Oui. Mais ils t'aimaient bien, ces gars-là, avant, ou tu les connaissais même pas? Non, c'est des gens qui m'aimaient pas forcément. Déjà, je le savais en plus, mais alors là, ils marchent sur la tête et ils appuient bien fort. Donc ça, je l'ai connu. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque de bonne guerre. Ouais. Non, je pense que j'ai été très très soutenu, moi. T'as changé en tant qu'homme? Parce que tout à l'heure, je t'ai senti que tu t'es dit, il faut arrêter l'angélisme, c'est ça? Oui. Non, j'ai beaucoup changé. Je suis pas la même personne, vraiment. Un peu plus cynique, globalement, et, un peu plus nerveux aussi. Moi, j'étais pas très nerveux, moi, jeune. J'étais plutôt cool, détendu. Je suis devenu un peu plus nerveux. Mais bon, je vais pas me plaindre, tout va bien. Mais par contre, non, oui, j'ai découvert le vrai visage, parfois, de l'hypocrisie. Des gens qui te disaient pas les choses de manière franche, et puis d'un seul coup, paf, tu les entends dire un truc, tu fais « Oh, mais d'où tu te permets ça ?» Et en fait, les gens pensent qu'à partir du moment où tu as traversé cette humiliation, alors ils peuvent se permettre de te marcher dessus sans te respecter. C'est plutôt ça qui est parfois difficile. Tu pardonnes, toi? On t'a appris... J'ai beaucoup pardonné, mais bizarrement, je suis très rancunier aussi. Donc, comment ça? Attends, tu pardonnes, mais tu rancunies. Alors, je choisis. Qui tu peux pardonner? Voilà, il y a des gens à qui je pardonne et des gens avec qui je suis très rancunier. Mais non, mais la vérité, c'est que moi, j'ai été quand même très aimé, très soutenu dans toute cette période difficile. Par ton premier cercle. Par le premier cercle, absolument. J'ai des gens, que ce soit des femmes et des hommes d'ailleurs, parce que souvent les gens fantasment un peu l'entourage très masculin, etc. Pas du tout. Moi, j'étais entouré pratiquement que de femmes. Alors, tu le dis d'ailleurs, tu es féministe, tu as une culture où tu pousses quand même ce sujet-là. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça reste encore... Il n'y a pas... et moi, j'intègre cette question-là parce que je veux qu'on parle d'un autre sujet qui a été
à nouveau une conséquence de cette affaire-là. Mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ça continue. Si dans une interview, on ne parle pas de ça, le journaliste n'aurait pas fait son travail parce qu'on n'a pas parlé d'un truc il y a 6 ans. Toi, tu prends maintenant énormément de recul par rapport à ça. Tu sais que de toute façon, souvent, on va t'en parler. Et tu vois, Oui, la plupart du temps, quand même, les journalistes se sentent obligés d'en parler parce que sinon, on leur reproche de n'en avoir rien dit, donc d'être complaisant avec potentiellement quelqu'un qui... Non, le problème, c'est l'ignorance des gens. Sur l'affaire. Sur l'affaire. Il y a des choses qui peuvent mettre tout le monde d'accord, mais qu'on n'entend pas. Moi, je pourrais clouer le bec à n'importe quelle personne qui ouvre sa gueule sur le dossier. Toi, tu le connais évidemment parfaitement. Bah oui. Je sais pas ce que je peux dire. Je peux dire que... D'ailleurs, je le dis parfois de temps en temps, hein, mais ça s'entend pas forcément. Mais dans le dossier, il y a des éléments. Si je te les mets sous tes yeux, tu tombes des nues. Tu fais, mais pourquoi personne ne le dit? Je veux dire, par exemple, tout le monde dit que j'ai reconnu les faits. J'ai jamais reconnu les faits. Jamais reconnu les faits. J'ai dit que la fille s'était approchée de moi et m'avait fait un smack devant tout le monde et que je l'ai repoussé. C'est pas reconnaître les faits, ça. C'est dire qu'en effet, il y a eu un smack, mais que j'ai repoussé. Depuis le début, j'ai toujours dit ça. Il y a des gens qui te disent, oui, mais l'histoire des SMS, c'est quand même bizarre. Le rendu du jugement de la cour d'appel dit bien que y a pas de qu'ils peuvent pas juger les SMS parce qu'ils n'ont pas été saisis pour. Oui, mais ils disent aussi qu'il n'y a pas de SMS. En fait, je vais chercher la bonne phrase, s'il te plaît. Il n'y a pas de SMS. Ils n'ont jamais existé. On revient sur la sémantique, là. Donc, on revient sur ça. Donc, en fait, non, mais c'est pas ça. C'est que quand quelqu'un veut te blesser, il va chercher ce qui est blessant. Et quand quelqu'un veut te suivre, il va chercher les choses bienveillantes. Moi, il y a 4 personnes qui ont eu accès au dossier. 4 femmes, 4 féministes, qui ne me croyaient pas sur parole et avec qui je n'ai pas particulièrement d'acquaintance, ni humaine, ni politique, ni quoi. Des gens, je reconnais leur professionnalisme. Je parle de Tristan Banon, qui est quand même une des premières victimes de DSK. Je parle de Natacha Polony, qui a fait un travail de journalisme. Je pense à Marie-Monique Robin, qui est une journaliste investigatrice de très très haut vol. Et je parle de Caroline Fourest. Ces femmes ont eu accès au dossier, certaines beaucoup plus que d'autres, mais toutes, surtout Tristan Banon, Caroline Fourest et Marie-Monique Robin, ont eu accès, ce sont des femmes féministes. Elles ont eu accès au dossier, elles ont regardé et elles ont toutes dit, il y a les preuves qu'il est innocent. Voilà. Je dois faire quoi d'autre ? Et à un moment, donc non seulement les juges sont passés derrière d'abord et ont dit il est innocent, ils ont dit il n'est pas coupable, donc ça veut dire qu'il est innocent. Et là, il y a plein de gens qui vont dire mais non, c'est pas la même chose. Ben en fait, si, c'est la même chose. Là, il faut faire de l'éducation. Tu vois, là, je passe mon temps à faire de l'éducation, par exemple, sur ce dossier. Je passe mon temps à expliquer aux gens, par exemple, qu'il n'y a aucun tribunal, dans aucune histoire de tribunal en France, en tout cas, que je sache, qui prononce le mot innocence. Ça n'existe pas, puisqu'ils ne sont pas là pour dire si la personne est innocente ou pas. Ils sont là pour dire s'il est coupable ou non coupable. Donc à aucun moment, un rendu de jugement va dire Ibrahim Malouf est innocent. Ça n'existe pas. Donc, relax. Donc, non coupable. Donc, ça veut dire innocent, en fait. Donc, en fait, on revient sur la sémantique de tout à l'heure. C'est toute cette ignorance-là, si tu veux, qui crée des flous. Et c'est flou. Si je te dis aujourd'hui qu'il y a un extrait du journal intime de la fille dans lequel elle reconnaît que c'est elle qui m'a fait ce smack, tu me crois ou tu me crois pas, c'est dans le dossier en fait. Donc en fait, tous les flous qu'il y a autour de cette affaire nourrissent des fantasmes, des peurs, et l'ignorance pousse les gens à se sentir toujours obligés de faire attention. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils sont potentiellement du côté des agresseurs. Donc là, on rentre sur ce monde où, globalement, t'es relaxé en 2020, c'est une relaxe de la Cour d'appel de Paris, donc c'est la justice française qui fait une relaxe et qui dit tu n'es pas coupable. Et on est même allé plus loin, tu sais, hein, parce que moi j'ai poursuivi en justice le premier journaliste. Il y a le premier journaliste qui est donc le journal du Parisien. Malheureusement, je suis obligé de le dire parce que pour que les gens comprennent, même si j'ai de très très bons rapports aujourd'hui avec le journal Le Parisien. Il y a encore là le journaliste ? Je le connais, je ne veux même pas avoir affaire à lui, mais je veux dire par contre que le Parisien, j'ai pas de problème avec le Parisien, mais j'ai dû les poursuivre en justice pour faire respecter mon honneur, parce que souvent les gens disent, mais il y a même les journalistes, pas fumé sans feu. Exactement. Les journalistes ont dit,
Voilà, il faut bien savoir que donc ce quotidien a été condamné. Et ils n'ont pas fait appel. Voilà. Et les juges n'ont pas reconnu la bonne foi de journaliste et de la directrice de publication. Autrement dit, ils étaient de mauvaise foi. Donc Et le titre, c'était « Le dérapage d'Ibrahim Malouf ». Et dans l'article, il disait « Il y a des SMS à caractère sexuel, Ibrahim a reconnu le fait ». Donc tout est parti de cet article-là. Et ensuite, ça a été repris par tout le monde, y compris par l'AFP, à qui j'en ai beaucoup voulu, qui n'ont pas fait d'enquête, qui ont simplement dit... Ils ont cité le Parisien en reprenant les informations. Ce qui est quand même dramatique. C'est en effet dramatique de ne pas faire d'enquête. Ça révèle dans quelle époque on vit. Donc, on se retrouve quelques années après, et là, il y a à nouveau une sentence qui te tombe dessus. Tu dois être jury au festival du film de Deauville. C'est récent, oui. Récemment. Et là, tu arrives, on est 4 ans après, et là, tu reçois un appel de la présidente du jury qui dit « Tu sais quoi, Ibrahim, désolé, ce serait pas mal que tu sois pas juré et ce serait pas mal en plus t'en sortir discrètement. Si tu Alors ça aurait été encore mieux si c'était par téléphone. On a reçu un mail. C'est un mail. Un mail, oui. Dans lequel on nous dit voilà, est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, vous écarter discrètement du jury pour ne pas créer de problèmes, etc. Et moi je leur dis mais pourquoi en fait ? Pourquoi me demander de m'écarter ? Et là il n'y a pas de réponse véritablement. Il y a simplement des rumeurs, des gens qui disent que... On n'a jamais vraiment su, en fait. Tu dis à un moment où c'est mercantile, ce seraient les Américains qui auraient voulu... Non, ça c'est eux qui ont dit n'importe quoi. Alors c'est quoi, alors Toi, tu penses que c'est quoi ça peut être plein de choses. Il ne faut pas que j'en parle trop non plus, parce qu'il y a un procès. Et je ne peux pas non plus trop dire. Mais moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un procès, là. Oui, il y a un procès. Il va y avoir un procès. Et je suis très heureux d'ailleurs parce que y a que on n'a pas trouvé mieux que la justice encore. Bien sûr. Pour régler les problèmes. Il y a pas mieux. Alors ça n'est pas parfaite cette justice, mais on n'a pas trouvé mieux. C'est certainement pas je sais pas moi, Goldorak 367 sur Twitter qui va savoir mieux que... Il existe. Je sais pas. En tout cas, donc la justice, donc tu penses quoi, mais moi je pense qu'il y a deux possibilités qui ne sont pas incompatibles. Je pense que d'un côté, ils ont véritablement peur de perdre de l'argent, des sponsors, etc. Ça, je pense que c'est crédible. Ça tient debout. Mais dans ce cas-là, c'est une question d'argent. Et alors, assumez-le. C'est pas une question de combat vis-à-vis du féminisme ou contre les agressions sexuelles, etc. Mais assumez-le dans ce cas-là. Parce que moi, j'ai perdu beaucoup. Donc, à ça, là, ça va se régler avec de l'argent. Voilà. Ou bien, et c'est pas incompatible, et moi, je pense que c'est un peu ça. Je pense que cette personne qui est venue remplacer l'autre directeur qui était avant, Bruno Bard, qui lui-même a été accusé de choses, mais qui n'ont pas encore été prouvées. Alors, il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, moi, je ne peux pas le juger, je ne le jugerai jamais, surtout vu par quoi je suis passé, et qui a été écartée. Elle est venue remplacer, et je pense qu'elle a dû... Je pense qu'elle s'est dit, je vais montrer patte blanche, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais montrer que je vais assainir le monde du cinéma. Et je pense qu'elle est allée un peu trop loin, en faisant un peu de zèle, et elle s'est dit, tiens, Malouf, il n'y avait pas une petite histoire, on va le renvoyer comme ça, machin. Et sauf que elle a fait le mauvais move à mon sens, parce que justement, toi, si tu veux vraiment cleaner, si tu veux vraiment faire un vrai travail de nettoyage, c'est d'abord dans les mentalités. Et qui dit travailler les mentalités, c'est aussi être juste. Et être juste, c'est respecter la justice. Et quand la justice dit, ce mec, il n'est pas coupable, c'est que je ne suis pas coupable. Et si tu veux travailler dans le sens, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses, si tu veux vraiment travailler dans le sens du féminisme véritablement, qui défend véritablement les femmes contre les agresseurs sexuels, tu dois aussi être capable de reconnaître lorsqu'il y a eu une erreur. Parce que ça veut dire que, sinon, ça tire à tout bout de champ. Et si on tire à tout bout de champ, c'est du grand n'importe quoi. Et moi, quand je dis que je suis féministe, c'est aussi parce que dans ma famille proche, certaines femmes ont été victimes. Donc, mais c'est vrai que moi, on peut qu'être sensible. Moi, je pense que, et encore une fois, je suis ravi de t'avoir, mais c'est vrai que je ne t'aurais pas invité sans cette relax. Et je pense que le jour où il y a une relax... Mais tu te trompes, hein. Mais tu te trompes. S'il y avait encore mon point, c'est qu'il y avait encore un procès en cours. Non, mais même, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Mais quand il y a un procès en cours, moi, en tout cas, je te dis ce que j'aurais fait. J'aurais attendu la fin du procès. Et le procès, ça dure pas 10 ans non plus. Oui, mais la présomption d'innocence... Attends, tu vois, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je comprends ta position, parce que tu te dis, s'il y a un procès, je peux pas. On sait pas.
Ça se trouve, c'est ça. Parce que je crois à la justice française. Oui, mais la justice, elle n'a pas dit qu'il était coupable encore. Donc, tant qu'il est présumé innocent, il est présumé innocent. Bien sûr. Et la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est très important d'être respecté. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Regarde, demain, imagine, toi, tu as cette émission. Je te donne un exemple simple. Quelqu'un qui t'aime pas parce qu'il est jaloux, parce qu'il n'a pas aimé ton bouquin, parce qu'il... peu importe, une raison, d'accord ? Moi, je dis pas c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Il m'arrive autre chose. Mais demain, tu as quelqu'un qui aime pas ta gueule, qui trouve que tu es trop mignon, tu es trop beau, tu écris trop bien, que tu veux absolument toucher à tout, parce que tu fais aussi du média, machin, et puis tu te prends pour je sais pas quoi, là, qui dit, bah tiens, lui, il me fait chier. Et qui lance une rumeur sur toi qui dit que toi, en fait, tu as volé dans les caisses d'une ancienne boîte que tu as montée. Bon. La rumeur se propage. Tu peux rien faire contre la rumeur, Alexandre. Donc, à partir du moment où cette rumeur est là, il y a des gens qui vont te canceller. Et toi, tu dis, bon, bah, je vais faire un procès contre ce mec parce qu'il n'avait pas à dire ça. Bien sûr. Tu fais un procès. Tu fais quoi ? Est-ce que tu trouverais ça juste que toutes les personnes que tu invites dans cette émission te disent, t'es sympa, Alexandre, mais moi, je viendrai pas. Je viendrai pas parce que je sais pas si t'es coupable ou pas. Si ça se trouve, t'es un voleur. Si ça se trouve, t'as fait de la corruption. Et moi, tant que la justice n'a pas parlé. Et toi, tu leur dis, non, mais attendez, c'est une rumeur. Justement, j'ai porté plainte. Donc, il va y avoir une justice. Mais c'est dans 3 ans, le procès. Donc viens à mon émission. Et si dans 3 ans, je suis avéré coupable, eh ben, on enlèvera l'émission d'Internet, si tu veux. Mais viens. Tu fais quoi ? Agression sexuelle, pour moi, moi, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, 16 ans. Mon objectif de ma vie, c'était de combattre contre les prédateurs sexuels. Donc, j'entends ton point et je dis pas que voler dans les caisses, c'est pas terrible. Je dis J'aurais pu choisir un autre exemple. T'as raison. J'aurais pu d'ailleurs choisir le même exemple. Oui, pour moi. Tu sais que j'aurais pu choisir le même exemple. Bien sûr, t'aurais pu choisir le même exemple. Je te le prends, le même exemple. Non, tu invites une personne ici, une jeune femme. Bien sûr. Monsieur n'est pas là parce qu'il est sorti faire pipi. Bien sûr. Elle est là. Elle n'a pas aimé ton émission parce que tu m'as reçu. D'accord ? Bien sûr. Elle n'a pas aimé parce qu'elle apprend pendant l'émission que tu m'as reçu. Elle se dit, bah, quel enfoiré celui-là. Il m'invite alors qu'il y a Malouf qui passait par là. Après l'émission, elle dit, bah, moi, quand le mec allait faire pipi, il m'a fait des avances. J'entends. Moi, je te dis juste que là-dessus, on a tous un point. Moi, là, et quand tu m'avais parlé de Deauville et quand j'ai entendu Deauville, ce qui m'a rendu également totalement fou, c'est de dire juste, on ne peut pas, en fait, mettre de côté la justice française. La justice a dit quelque chose. Oui, mais ça va dans les deux sens. Tant que la justice n'a pas dit que tu étais coupable, tu es innocent. Bien sûr. Voilà. Sauf que moi, personnellement, je te dis ce que je... Non, moi je vais te dire ce que je pense que tu aurais dû me dire. Ce que tu aurais dû me dire, c'est... Je note. Mais j'ai de quoi te donner des leçons. Je sais. Parce que quand tu passes par la case justice, tu apprends énormément de choses. Qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Dis-moi. Ce que tu aurais pu dire, c'est s'il y avait eu dans ton entourage des personnes que tu connais très bien et qui t'ont dit, moi, il m'a fait ça. Moi, il m'a parlé de cette manière-là. S'il y avait plusieurs personnes qui te disent ça, pas une, plusieurs. Faisceau de... Plusieurs faisceaux. S'il y avait eu plusieurs accusations contre moi, s'il n'y avait pas qu'une famille, mais s'il y avait 3, 4, 7, 12... Et que là, ça se recoupe. Depardieu, PPDA, enfin, on en a quelques-uns comme ça. On en a quelques-uns. Et qui sont toujours pas en prison, les gars. Qui sont toujours pas en prison, hein. Bon, moi, encore une fois, la justice n'est pas passée, je dis rien. Mais je veux dire par là que s'il y a plusieurs faisceaux et qu'à un moment donné, ça va trop loin, je peux comprendre que la présomption d'innocence, on la mette un tout petit peu de côté. Même si on égratine un peu la justice, mais il y a un moment où trop, c'est trop, tu vois. Mais moi, il n'y a pas eu de MeToo. Tu sais que mon affaire est sortie en pleine période de MeToo. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire, moi aussi, il m'a fait ça ? Non, personne. Tu as eu une personne. Même pas. Excuse-moi. C'est les parents de cette personne parce qu'elle-même disait il n'y a pas d'agression. Même elle, dans le dossier, tu liras, si tu viens voir le dossier, elle dit il n'y a pas d'agression. Je ne sais pas pourquoi mes parents font ça. Je crois que c'est pour se dédouaner de la manière avec laquelle, etc., elle a été éduquée, etc. Non, il faut connaître en fait le dossier. Si tu pars du principe que dès qu'il y a une accusation ou dès qu'il y a un procès, alors tu enlèves les pattes et tu fais, moi, je m'en mêle pas, je laisse la justice, ça veut dire que tu respectes pas la présomption d'innocence. Et c'est très important de respecter l'état de droit. Tu as parfaitement raison. Il se fait aussi qu'on a vu malheureusement, aujourd'hui encore et par le passé, beaucoup de personnes qui se dédouanent ou qui ne sont jamais inquiétées. Et c'est aussi ça, c'est en fait la conséquence de ça aussi, tu le sais bien. Oui, mais tu sais bien, moi je suis passé par là, je peux pas aller dans ce sens-là. Non, c'est sûr. C'est viscéral. J'ai vécu l'enfer pendant des années. T'as vécu le pire. J'ai vécu l'enfer pendant des années où justement, je disais aux gens qui me disaient ce que tu viens de me dire, je disais, oui, je comprends.
Ouais, alors que pas du tout. J'étais torturé à l'intérieur. Merci de me le dire. Et je leur disais, mais bien sûr, non, mais t'inquiète pas, ça fait. Ouais, mais non, tu cancel. En fait, c'est la mais moi, j'étais invité à des fêtes et d'un seul coup, on m'invite plus. Ouais. Non, mais je comprends, t'inquiète pas. Non, mais je veux. De toute façon, j'ai mal au ventre en ce moment. Et de toute façon, en ce moment, j'ai un concert, faut que je le prépare. En fait, t'étais. Non, en fait, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Et d'ailleurs, pour moi, c'est équivalent. C'est exactement la même chose que lorsqu'une fille dit. Le mec qui m'a regardé mal, il m'a mal parlé, ou il m'a mis la main aux fesses, ou il a fait ceci ou cela, on lui dit t'es sûr que c'est pas parce que t'étais habillé en jupe, t'es sûr que c'est pas parce que tu l'as un peu regardé quand même, t'es sûr que c'était pas parce que... Non. C'est la même chose, c'est la même chose. On ne doit pas suspecter une femme d'avoir été la responsable de l'agression dont elle a été victime, et on ne peut pas non plus suspecter un homme d'être responsable d'une agression dont on le rend responsable alors que la justice n'est pas passée. Merci pour parler avec ton cœur. Je parle avec mes tripes, là. On sait que c'est même plus mon cœur. C'est dur. Et merci d'accepter la discussion, l'échange là-dessus. Mais moi, je te dis juste un truc sur ça. Je pense qu'un jour, la roue va tourner. Je pense qu'un jour, il y aura tellement de femmes et d'hommes qui auront été victimes de fausses accusations ou d'accusations mensongères ou d'accusations maladroites, qu'il y a un moment où les gens vont prendre conscience. D'ailleurs, il y a déjà eu 2-3 petites prises de conscience et je m'en suis rendu compte. Moi, quand par exemple Slimane a été publiquement accusé, j'ai vu que les réactions étaient beaucoup plus méfiantes que dans mon cas. Les gens ont dit attendez, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je me suis dit tiens, il y a un truc à changer. Comment il s'appelle là, le rappeur comment il s'appelle là, il y a pas longtemps, a été accusé également de quelque chose. Tout le monde a dit oui, mais est-ce qu'on est sûr ou pas? Et il a publié un truc qui a mis tout le monde d'accord en disant, en fait, voilà ce qui se passe, voilà la situation. Et tout le monde a fait, vous avez vu, il faut se méfier. Moi, malheureusement, c'est arrivé en 2017. On était en plein MeToo. T'es dans la période. Voilà, mais je vois qu'il y a déjà une partie de la mentalité qui est en train d'évoluer et tant mieux. Finissons sur une note plus positive. Des victoires de la musique, un César, des festivals, des tournées. On n'a pas parlé de tes collaborations. Quand t'as fait beaucoup de musique, de films, de bandes originales. T'adores ça, t'en as fait je crois 16 ou 17. Beaucoup qui ont extrêmement bien fonctionné, qui se mariaient merveilleusement bien avec l'art du 7e art. Est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui? Tu me parlais de ce rêve, moi j'adore tes rêves parce que ton rêve c'est d'être dans la routine, de faire en fait j'adore parce que la majorité des gens se disent mais amène-moi avec toi à Hong Kong, amène-moi avec toi à Las Vegas. Toi j'ai l'impression que ton rêve laissez-moi tranquille, moi j'ai juste envie d'amener mes enfants le matin à l'école, regarder un bon match de foot le soir avec mon épouse et prendre une petite binette. Ce serait ça en fait, ton rêve là? Moi je pense que en général les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Je dis pas qu'il n'y a pas de misère, je dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, je dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de fin de mois difficile. Je dis pas ça. J'en ai pleinement conscience. Moi, je viens d'une famille qui a vécu aussi la misère pendant longtemps. Donc, je conçois que les choses soient plus difficiles que ça. Mais je pense qu'on vit dans un pays qui, pour l'instant encore, nous sauve de beaucoup de choses. L'école gratuite, un système de santé exemplaire. Il n'est pas parfait sur tout, mais quand même, c'est un vrai exemple. Une culture générale chez le français moyen qui est de très très grande qualité. Aujourd'hui, tu te balades n'importe où, dans n'importe quelle campagne, dans le trou du cul du monde, dans la maison, il y a Victor Hugo, il y a Malraux, il y a Rabelais, tu vois. C'est pas le cas dans tous les pays du monde, hein. Et j'ai beaucoup voyagé et je suis assez confiant sur ce que je suis en train de dire. C'est loin d'être le cas. On vit dans une forme d'équilibre social. Quand je me balade sur Venice Beach ou à New York, la misère ou les sans-abri, c'est catastrophique. C'est-à-dire, les gens ne se rendent pas compte qu'à Paris, il y a encore un système social qui aide beaucoup, il y a encore des abris, il y a encore les Restos du Cœur, il y a encore la Croix-Rouge qui fait un travail incroyable, il y a beaucoup de choses qui sont organisées et qui font qu'on arrive quand même à s'en sortir assez bien socialement, il y a quand même un équilibre social qui résiste encore, etc. Alors que dans la plupart des pays du monde, c'est loin d'être le cas, tout en étant en même temps un pays finalement quand même social et un pays d'accueil pour les populations qui souffrent à travers le monde, etc. Donc il y a en France un équilibre
qui est assez extraordinaire. Et dans cet équilibre, il y a quand même un bonheur relatif, puisqu'on parlait de bonheur tout à l'heure. Et je pense qu'on le sous-estime. Je pense vraiment qu'on le sous-estime. C'est ça ma réponse à ta question. Je te répondais à mon envie de routine. Ouais. Cet équilibre, je ne l'ai pas, moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Cet équilibre social dont je suis en train de te parler là. Tu l'as pas. Ben non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Moi, j'ai pas la chance d'amener mes enfants à l'école tous les jours. J'ai pas la chance de pouvoir revenir à la maison à 18 ou 19 heures après le boulot pour passer chaque soir avec mon épouse. Non, pour réussir à exister dans ce milieu qui est compliqué et qui est complexe, je sacrifie tout, mes vacances, mes week-ends. 200 jours par an à être sur la route. 200, c'est cette année. Il y a des années, c'était plus. Il y a des années, c'est un peu moins. Parce que tu penses qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Tu sais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oui, je pense que c'est dans la nature humaine. Oui, c'est ça. Tu penses peut-être que si tu avais ça l'année prochaine, tu dirais vite, j'ai envie de retourner un petit peu sur la route. L'exemple même, pour moi, c'est Elon Musk, par exemple. Le mec, c'est juste le mec le plus riche au monde. C'est-à-dire qu'il va devenir trillionnaire. C'est le premier trillionnaire de l'histoire. Et malgré ça, il veut encore plus de pouvoir. Mais pas d'argent. D'influence. Oui, mais de pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que ça, jamais... Oui, mais parce qu'il a tout l'argent du monde, donc il n'a plus besoin d'argent, donc il va chercher autre chose. Aller sur Mars. Toujours besoin d'autre chose. Dis-moi, qui t'aimerais voir à cette place-là, maintenant que tu as passé un peu de temps avec moi? Qui t'aime bien ou que t'aimerais dire, tiens, j'aimerais bien le voir discuter avec mon pote Alexandre? T'as quelqu'un en tête? Il y en a plein. Ah oui, mais tu me dis toujours, alors c'est qui? Cite-moi un. Laisse-moi un peu de temps. Prends ton temps. Qui? Je sais pas. Il y en a plein. Tu cherches quoi? Dis-moi. Non, mais qui tu penses qui pourrait être pertinent? S'il y en a trop, il y en a trop. Hein. Non, mais après, tu vois, il y a des métiers qui sont peut-être moins prestigieux. D'un point de vue social, je parle célébrité et tout ça, mais qui sont extrêmement intéressants. Je sais pas, peut-être un architecte ou une architecte dont on ne voit pas la tête tous les jours à la télé, etc., mais qui fait des choses super intéressantes. On a eu récemment un designer d'architecture, design, Mathieu Lehanner, qui est un grand designer, qui nous a raconté les dessous du monde du design. Et je termine, s'il y a un endroit sur Terre où tu aimes faire une pause, où tu aimes être toi, c'est où cet endroit sur Terre? J'ai 2 réponses. Je peux? Bien sûr. D'abord, dans mon village au Liban, j'ai une forme de sérénité que j'ai nulle part ailleurs. Comment il s'appelle, ce village? El Abo, qui veut dire la source de la maison. Voilà. C'est un endroit magique. Alors, tu vas me dire, au Liban, en ce moment, c'est une catastrophe. C'est vrai, mais cet endroit est magique. Et surtout, j'ai un attachement qui fait du bien. Et la deuxième réponse, c'est sur scène, finalement. Après tout ce que je viens de te dire. Et c'est pour ça, peut-être que j'arrive pas à m'arrêter. Ouais. C'est que quand je suis sur scène, je suis tellement moi-même que c'est une drogue. Ouais. J'arrive pas à m'arrêter. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à mettre en marche ce processus de, son action, le de fait retour. Être normal. D'avoir ma vie normale, parce qu'en fait, en réalité, j'aimerais réussir à retrouver dans ma vie normale et dans mon quotidien l'authenticité, la simplicité et la vérité dans laquelle je suis quand je suis sur scène. Chose qui est compliquée, parce que dans la vie normale, parfois on doit jouer un rôle. Oui, madame, bien sûr, etc. Alors qu'en fait, on ne la supporte pas, etc. Sur scène, alors que sur scène, je peux pas. Je fais pas ça, je dis ce que je veux. Voilà. S'il y a des gens qui veulent te contacter, qui veulent échanger, qui ont des idées, qui ont envie de discuter avec toi, on va mettre de côté ceux qui ne sont pas contents et qui ont envie. Mais même ceux qui ne sont pas contents. balancer. Il y a un endroit qui est le plus simple pour te contacter, les réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux, je suis très accessible. Instagram, c'est ça que tu utilises le plus? Insta, Facebook, mon site internet aussi. Mon site internet, il y a un mail et ce mail dirige directement vers mon équipe et mon équipe me transfère tout. Okay. Donc, voilà. Ibrahim, merci beaucoup. C'est moi. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.